Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus nous rejoindre ce soir pour parler de quelque chose qui disparaît de plus en plus dans l'ambiance actuelle, qui est la culture scientifique. Et le titre que nous avons mis, Reconquérir la culture scientifique, dit bien son nom. C'est quelque chose qui était très présent et qui, pour le moment, est passé un peu sous silence. Et inversement proportionnellement, d'ailleurs, à la technique qui envahit la vie de tous les jours, la culture de ce dont on se sert tous les jours est assez déficiente et nous le regrettons bien. Alors, pour parler de ce sujet, puisque c'est l'objectif de notre association, c'est défendre la culture scientifique, c'est notre intitulé, l'association Astronef, notre raison de vivre, c'est la défense et la promotion de la culture scientifique. Nous avons fait appel à deux personnes dont c'est carrément le travail de tous les jours, c'est leur quotidien. Tout d'abord, Jenny Jean-Baptiste, j'ai bien prononcé Jenny Jenny aussi, ok. Jenny Jean-Baptiste, qui est directrice du CCSTI, alors Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Grenoble, et Guillaume Desbrosses, qui est aussi directeur du CCSTI de Saint-Étienne. Saint-Étienne, vous connaissez peut-être plus sous le nom La Rotonde. C'est connu à Saint-Étienne, La Rotonde, c'est même très connu. Donc il est directeur de La Rotonde et aussi président. Alors il va nous dire ce que sont l'acronyme, parce que je ne le connais pas. AMCSTI, c'est quoi ? C'est en effet un acronyme un peu bizarre. C'est l'Association des musées et centres de culture scientifique, technique et industrielle. D'accord. C'est une association nationale, pas encore mondiale, mais ça, en gros, pour la faire courte, ça regroupe l'ensemble des structures de culture scientifique, technique et industrielle en France, dans une même association. D'accord, donc c'est important et c'est à Saint-Étienne. Alors, en fait, le siège social est à Paris, mais j'ai pris la présidence de cette association il y a un an et demi à peu près. Très bien. Eh bien alors, puisque vous avez le micro, je vais vous laisser la parole. Alors, vous commencez. Alors, chacun, vous connaissez tous comment nous fonctionnons. Chacun va parler du sujet pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et après, c'est vos questions à l'un, à l'une ou à l'autre. Vous commencez dans l'ordre où vous voulez et je vous laisse la parole. Tout d'abord, merci à tous. Merci pour cette invitation à vous parler de la culture scientifique à Saint-Étienne. Par rapport au titre, déjà, si on parle de reconquérir la culture scientifique, c'est qu'a priori, elle avait été conquise à une époque, alors je ne sais pas laquelle, mais ce qui est certain, c'est que c'est une démarche du quotidien et aussi c'est une démarche qui s'inscrit vraiment dans un projet politique. Pas de politique politicienne, mais vraiment un projet de partage des savoirs et un projet aussi dans une démocratie qui a quand même, en ce moment, vit des moments assez difficiles. Donc j'assure la direction du CCSTI de Grenoble, plus connu sous le nom de la CASMAT. Et c'est un centre de sciences qui va fêter ses 40 ans cet été, donc en 2019. C'est le premier centre de culture scientifique qui a été créé au niveau national et qui a pour objectif de travailler sur les questions de médiation culturelle des sciences. Pour faire un petit résumé de l'origine de ce centre de sciences, il est né à la Maison de la Culture de Grenoble. D'abord, c'était une petite entité, c'était le secteur sciences qui s'est développé à l'initiative des chercheurs locaux. Au même titre que le spectacle vivant ou la danse, ils ont estimé que les sciences et les techniques devaient avoir un espace d'échange, de partage et de discussion. Donc c'est de cette façon qu'est née une association pour un centre de culture scientifique à Grenoble. Donc ça a démarré dans les années 75 et en 79 s'est créée l'association qui s'est installée au CASMAT et depuis 1979, on est donc installé au CASMAT. Tout ça pour vous dire que ce projet de centre de sciences et même les activités que l'on mène s'inscrivent de façon très forte dans une dynamique culturelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément de décortiquer des principes scientifiques pour le faire, mais surtout de voir de quelle façon ces dimensions
scientifiques et techniques vont impacter nos vies quotidiennes. C'est pour cette raison également que à chaque fois qu'on aborde un sujet de science, on le questionne aussi par le prisme des sciences humaines et sociales pour justement planter cette dimension culturelle qui nous semble incontournable. Après, je ne sais pas ce que vous savez de nos centres. Si je continue à vous expliquer ce qu'on fait au quotidien, un autre élément aussi peut-être d'histoire, mais qui est important au niveau donc de l'origine de ces centres de sciences, il faisait partie aussi de cette forte inclinaison, enfin de ce fort développement de l'éducation populaire. Et justement dans cette dynamique de partage des connaissances et de partage des savoirs. Donc la culture scientifique a vraiment pris ses racines dans ce mouvement d'éducation populaire et également dans une volonté aussi culturelle très très forte. Après, comment est-ce que ça se traduit au quotidien ? Alors, ça se traduit par la diversité. Au niveau national, au niveau régional, nos centres de sciences sont très différents d'un point de vue statutaire. La CASMAT, par exemple, c'est une association en 1901. D'autres centres de sciences sont rattachés à des universités, d'autres encore à des organismes de recherche, d'autres sont des services de collectivité. Enfin bon, on a une grande diversité aussi en termes de statut. Une autre dimension qui est à prendre en compte, c'est aussi notre façon de travailler. À Grenoble, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être un acteur complètement intégré à l'écosystème local. Comme vous le savez sans doute, Grenoble est une ville avec un nombre d'étudiants, une population étudiante très forte. Des équipements de recherche et des universités relativement prépondérantes. Et par rapport à cela, c'est comment est-ce qu'on va, nous, centres de sciences, créer du lien, assurer l'interface entre ces organismes de recherche et monsieur tout le monde, nos concitoyens, vous, moi, enfin, tous les gens qui se sentent concernés. Puis, pas forcément qui se sentent concernés, mais en fait, cette activité de recherche a un impact sur la ville. Et du coup, l'objectif du centre de sciences, c'est justement de tenter d'expliquer, d'apporter des informations sur les choix qui vont être faits au niveau donc politique et qui vont expliquer pourquoi, par exemple, à Grenoble, s'est monté des centres de recherche sur les nanotechnologies, comment s'est monté ce centre sur les technologies d'intervention sur le cerveau, enfin, toutes ces questions qui ne sont pas forcément prises en charge par les chercheurs, mais qui ont un impact fort au niveau de la population, et au lieu d'entretenir la rumeur, des fake news, enfin des infox et des mauvaises informations, l'objectif aussi est d'essayer d'apporter de la transparence et des informations par rapport aux recherches qui sont menées dans ces différents organismes. Donc cela va se traduire par des expositions, par des ateliers, par des animations, pour les enfants, pour les scolaires, pour des gens comme vous, comme moi. Ça va se traduire par des conférences-débats, par une diversité de supports de médiation pour justement essayer de toucher des publics très différents qui ont une appétence ou pas pour la conférence. On voit qu'il y a un public qui apprécie, comme vous là ce soir, de boire une bière et de pouvoir discuter avec nous. Et puis pour d'autres publics, comme les enfants à partir de 8 ans ou plus jeunes, on ne va pas les inviter au bar, donc on va plutôt développer des activités chez nous. Et une de nos particularités aussi, c'est de proposer des activités de sciences aux tout jeunes enfants à partir de 3 ans. Quand ils n'ont pas encore, quand ils ne savent pas lire, quand ils ne savent pas encore écrire, mais comment est-ce qu'on va les intéresser aux questions de sciences quand on est tout petit ? Quoi vous dire d'autre ? Est-ce que mon temps est écoulé ? Non, c'est très bien, mais il n'y a pas d'obligation de parler plus. Vous pouvez donner la parole à Je cède Guillaume. la parole volontiers Oui. à Guillaume, qui me la rendra Merci. certainement. Merci.
Mais merci aussi à l'association Astronef pour l'invitation et puis merci à toutes et à tous d'être présents pour nous écouter. Je vais compléter Janie. Alors, la rotonde et la casemate ont quelques similitudes, c'est pas inintéressant. Une des principales différences, c'est que nous sommes 20 ans plus jeunes, ils sont 20 ans plus anciens. Donc, la casemate étant le premier centre de sciences en France, la rotonde est arrivée un peu plus tard. Le projet de la rotonde, c'est aussi une particularité assez forte puisque nous sommes nés au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, qui est l'école des mines de Saint-Étienne. Nous sommes le seul CCSTI en France intégré au sein d'une école d'ingénieurs. C'est un choix qui a été fait il y a 20 ans par le directeur de l'époque et un enseignant-chercheur un peu motivé pour dire on a un bâtiment qui va se libérer. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de Stéphanois ici, qui est le bâtiment rond qui est en forme de soucoupe volante. Ce bâtiment abritait un centre de calcul. Donc il y avait un énorme ordinateur en plein milieu, la climatisation dans le pied, et les chercheurs l'utilisaient pour faire leur calcul de recherche. La technologie avançant, les ordinateurs ont pris de moins en moins de place et donc ce bâtiment est devenu vacant. Il y a eu 2 projets qui ont été déposés, un projet de restauration collective, une cafétéria, et un projet de culture scientifique. Donc je ne serai pas chef cuistot ce soir, je suis juste médiateur scientifique, donc c'est la partie culturelle qui a gagné. Voilà, quand on parle de reconquête, pour moi c'était une excellente nouvelle et c'était un choix stratégique qui a été fait il y a 20 ans qui était très fort de dire c'est important d'avoir une école qui forme des ingénieurs, qui a un travail de recherche plutôt élevé, mais d'avoir un lien entre la société et les sciences. Donc c'est le rôle de la rotonde. On est dans un lieu assez atypique parce que le bâtiment est pas traditionnel. C'est une rotonde, donc il est rond, il est entièrement vitré, il est plutôt très beau et on peut y faire des choses assez intéressantes. En termes de valeur, la rotonde, c'est une structure, alors on se rejoint un peu avec Janie, puis il y a aussi des différences. C'est une structure où la médiation est extrêmement forte. C'est-à-dire que la volonté, on parlait tout à l'heure on parlait de culture scientifique et comment il faut la reconquérir, ou il faut qu'il y en ait encore plus dans la société. Nous, notre valeur, c'est de dire on a besoin de mettre de la relation et de l'humain entre la science et le citoyen. Et cette relation-là, elle est portée par l'équipe de la Rotonde. Donc nous sommes tous des médiateurs scientifiques. Moi, le premier, je suis médiateur scientifique de formation. Directeur, c'est un autre poste qui permet de faire tourner une structure. Mais ma formation première est celle qui me paie le plus et celle qui me permet d'avancer tous les jours, c'est faire des projets de culture scientifique. Donc dans cette structure-là, on imagine des formes de médiation pour s'adresser à tous les publics. Et bien évidemment, on ne va pas parler de la même façon à un enfant de 3 ans qu'à vous ce soir. Ça sera totalement différent. On va pouvoir faire du théâtre, on va pouvoir faire des films, on va pouvoir faire des expositions, des ateliers, des conférences, une bande dessinée. Voilà. Il n'y a aucune limite dans l'expression artistique. L'important pour nous étant de créer du lien et en mettant de l'humain à chaque fois dans ces créations-là. Donc la Rotonde est une structure qui est un peu atypique dans l'idée... Pour parler très sincèrement, on n'est pas une structure qui faisons un chiffre extrêmement important en termes de fréquentation. On pourrait avoir plus de fréquentation en ouvrant plus largement, en augmentant les jauges de nos groupes. On fait un choix aussi stratégique de dire on va baisser les jauges et avoir des jauges pas très fortes. Par contre avec beaucoup de médiateurs, en tout cas le plus possible, pour avoir une relation marquante pour nos publics. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on n'est pas sur la thématique de la musique. La musique, c'est facile d'accès. Vous êtes dans la rue, vous vous baladez. Il y a quelqu'un qui est en train de gratter une guitare. Vous vous arrêtez, vous écoutez, vous avez une émotion. C'est déjà un premier contact qui est assez facile. La science, tout de suite, va renvoyer plein de choses. Si je fais la même chose en enlevant la personne qui fait de la musique, mais une personne qui fait une manip science, il y a plein de gens qui vont passer en disant moi l'école ça s'est extrêmement mal passé, mon prof de physique, mon prof de chimie, mon prof de maths, c'est des mauvais souvenirs, j'étais nul en maths, c'est pas du tout pour moi tout ça, donc je vais pas m'arrêter, je vais continuer mon chemin. Donc, je caricature un peu mais pas tant que ça. Ça veut dire que les gens qui viennent nous voir, naturellement, déjà sont des gens qui sont entre guillemets conquis par la science. Tout l'enjeu de la Rotonde et des autres structures, c'est d'aller chercher tous les autres. Non pas qu'on ne veut pas être ouvert à ceux qui veulent venir nous voir, et on est ravis de les accueillir, mais c'est tous ceux en fait qui ne s'arrêtent pas devant le petit chimiste qui est dans la rue. C'est-à-dire qu'on veut expliquer que pour rentrer dans nos structures, et c'est le cas sur les autres structures, il n'y a pas besoin de bagage scientifique, on ne regarde pas le CV, on ne regarde pas vos notes en sciences, ça ne nous intéresse absolument pas, on veut juste travailler sur la notion de curiosité. Ça c'est nous le maître mot et la baseline de la structure Rotonde, c'est soyons curieux. Et à partir de là, derrière, on va travailler, on va s'amuser, on va être émerveillé, on va avoir de l'émotion. Par moments, on ne va pas comprendre, mais on aura un médiateur qui va nous accompagner. Un exemple très précis, cet après-midi dans la Rotonde, il y avait un atelier où les enfants, donc c'était plutôt une exposition plutôt jeune public, mais c'était aussi en famille, avaient comme seule consigne, ils devaient allumer une lampe. Ça peut paraître complètement stupide ce que je dis. Allumer une lampe, c'est super simple. Il y a un interrupteur, on appuie dessus, la lampe s'allume. Nous, notre lampe, c'était une lampe de chevet posée au sol avec un interrupteur au sol. Sauf que nous, ça c'est OK, on s'est appuyé, on voit que l'électricité arrive.
L'idée, c'était de leur dire, pour allumer cette lampe, on va faire ce qu'on appelle une machine de Goldberg. Goldberg, c'est un personnage qui était un peu atypique. Lui, il imaginait des machines extrêmement complexes pour réaliser des choses extrêmement simples, comme allumer une lampe. Et allumer une lampe, c'est un circuit d'une bille qui va parcourir peut-être 65 mètres dans sa pièce, dans sa salle à manger, dans la cuisine, renverser un peu d'eau chaude, ça va faire bouillir quelque chose, ça va déclencher une ficelle qui va brûler, etc., pour à la fin allumer une lampe. Ça, c'est un atelier qui nous intéresse parce qu'en fait, on met les enfants dans la position de faire des sciences avec un défi très simple, c'est allumer cette ampoule, mais avant, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a plein de solutions possibles. On leur donne plein de matériel, donc il y a des briques, il y a des ficelles, il y a du carton, il y a de la pâte à modeler, et ils vont imaginer un circuit en fait pour allumer cette ampoule. Quand on fait ça, en fait, on fait une activité de culture scientifique, parce que tous les mécanismes qu'ils vont mettre en place, nous on a un médiateur à côté qui va expliquer ce que c'est une force, ce que c'est la gravité, pourquoi quand je mets des caplas à la même hauteur et espacés, ils vont s'entrechoquer, c'est quoi le phénomène d'action-réaction. Donc on amène en fait des informations comme ça sur une activité qui est très ludique, forcément, un côté défi aussi, challenge, et c'est ce qu'on appelle nous la culture scientifique, c'est-à-dire qu'on est, en tout cas à la Rotonde, vous ne trouverez pas d'exposition panneau avec du texte, une photo, voici ce qu'est la thermodynamique et vous allez comprendre la thermodynamique. Ça pour nous, je dis pas que c'est pas bien, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je dis que nous on a une autre approche qui est une approche plus expérimentale, qui est basée sur la manipulation, sur le faire des sciences. Pourquoi je dis ça aussi, c'est vous avez sûrement, j'imagine que vous êtes très au fait de l'actualité et tout ce qui se passe aujourd'hui. On a aujourd'hui un grand mouvement social avec beaucoup de contestations. La science est aussi un des domaines qui est très contesté aujourd'hui. Un exemple très précis, nous sommes au pays de Pasteur. Nous sommes le pays d'Europe qui est le moins vacciné, où il y a le moins de taux de vaccination en Europe. Ça pose question. Vous avez une propagation de fake news ou d'infox, comme le disait Janie, extrêmement forte sur les réseaux sociaux, où il y a des équipes qui sont très bien organisées sur plein de sujets scientifiques et qui vont en fait propager de la fausse information. Et on a beaucoup de gens en face qui sont très réceptifs à ça. Et un de nos rôles aussi, dans notre quotidien, dans nos structures, mais au-delà, c'est aussi de rétablir en fait ce qu'on appelle l'esprit critique, ce qu'est la démarche expérimentale, comment on comprend en fait une information scientifique et comment on peut créer ce lien entre le scientifique et le citoyen, parce que ce lien-là, par moment et historiquement, il a été absent et trop absent. Donc un des enjeux de la Rotonde, c'est aussi de prendre des scientifiques, de les sortir de leur laboratoire, de les former à la médiation des sciences et de les mettre au contact du public pour qu'il y ait cette relation qui se crée. Donc là, pour ça, on peut avoir plein de formes de médiation. On pourra en discuter un peu plus tard si vous le souhaitez. Mais l'enjeu de la propagation des infox, pour nous, c'est un enjeu qui nous questionne. Je parle vraiment sur la partie culture scientifique, mais ça peut être sur d'autres sujets. Si vous vous amusez à aller sur YouTube, par exemple, qui est un média extrêmement connu, et vous tapez « La Terre est plate », vous verrez l'ensemble des reportages qui sont présents. C'est des pages et des pages et des pages entières, de documentaires extrêmement bien faits. C'est pas du tout fait à l'amateur, c'est vraiment des structures qui sont très bien organisées et qui sont très convaincants. C'est aussi ça. Et donc la notion sur laquelle on se bagarre, c'est la distinction entre le croire et le savoir, qui sont pour nous deux choses bien évidemment totalement différentes et qui aujourd'hui dans la société actuelle s'entremêlent un peu trop souvent, à notre goût. Je voulais aussi vous parler avant de redonner la parole à Janie peut-être pour qu'il y ait un deuxième aller-retour si tu veux compléter, une notion qui pour nous est extrêmement importante et ça rejoint tout à l'heure mon exemple que je prenais sur la personne qui fait de la guitare dans la rue, c'est redonner de la confiance à nos publics et de l'envie de revenir nous voir. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup, je vais vous parler notamment des gens qui ne viennent pas nous voir. Ces gens-là ne viendront jamais à la Rotonde pour la plupart, c'est évident, pour plein de bonnes raisons. Et je ne suis pas en train de critiquer ces personnes-là, bien au contraire. Nous sommes au sein d'une école des mines, c'est-à-dire une école qui est réputée à Saint-Étienne comme plutôt une école élitiste, à juste titre ou pas, mais en tout cas nous sommes derrière des grilles à l'intérieur, donc on peut penser quand on vient à la Rotonde que déjà est-ce que j'ai le droit d'aller à l'école des mines, est-ce que j'ai le bon bagage, est-ce que je peux aller à la Rotonde. Il y a plein de gens qui vont franchir ce mur-là et plein d'autres qui ne le franchissent pas. La Rotonde, c'est 50% d'activité dans ces murs et 50% d'activité hors les murs. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller là où ils sont. Là où ils ne viennent pas,
là où nous n'irons pas naturellement, il faut qu'on y aille. Donc on va sur des parcs à Saint-Étienne, je pense au parc Couriot par exemple, qui est un quartier égalité des chances, où il y a plein de gens qui ne viennent pas nous voir, donc on va faire des activités sur site. On essaye d'aller dans des endroits aussi un peu improbables. Il y a eu, alors Christine est au fond et pourra en parler, il y a eu des débats qui ont été organisés, des débats qualitatifs, mais dans des quartiers par exemple, avec des associations de quartiers qui faisaient la restauration en fin de soirée. On essaye d'avoir une approche aussi qui est différenciante à ce niveau-là pour embarquer le plus de monde possible, mais toujours dans la bienveillance, qui est extrêmement importante pour nous. Peut-être que si vous venez à la Rotonde, vous n'allez pas retenir 50 données scientifiques, mais ce n'est pas ça qui est important. Nous, ce qu'on veut déjà, c'est que vous ayez envie de revenir. Et puis après, petit à petit, ça va venir et vous allez prendre confiance et vous allez vous amuser sûrement avec les sciences et transmettre ça à la maison, aux enfants et aux autres. Voilà l'objectif. Alors, je m'arrête peut-être déjà là, puis je te repasse la parole, Janie. Sauf s'il y a déjà une pause, je ne sais pas. Merci Guillaume. C'est vrai que sur ces questions de l'expérience visiteur, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos métiers, on jargonne un peu. Hein. Alors, l'expérience visiteur, c'est que les gens y viennent, qu'ils reviennent, qu'on aille vers eux et qu'ils puissent vivre un moment de convivialité sympathique, pas forcément en leur assénant des équations. L'objectif n'est pas du tout cela, mais plutôt de leur donner des clés de compréhension. L'objectif de tout cela, c'est aussi qu'ils puissent, quand ils vont lire le journal, avoir une information à la télé, s'autoriser à penser qu'ils peuvent aller creuser, chercher des informations complémentaires pour se forger une opinion. On n'est jamais dans le « c'est bien, c'est pas bien ». L'objectif n'est pas du tout celui-là, mais essentiellement de donner des clés de compréhension, éveiller la curiosité. Du coup, venir, faire venir, aller vers, ce sont vraiment des éléments de vocabulaire que l'on a au quotidien et dans nos pratiques. Du coup, on a aussi un équipement à faire vivre. Donc ça, c'est une chose. Et pour tous ceux qui ont un bâtiment du personnel, on voit que c'est assez chronophage. C'est aussi pour cette raison qu'on travaille énormément avec les associations autour, avec les organismes de recherche, avec les universités et les bibliothèques, enfin tout un réseau, les entreprises d'acteurs qui sont à nos côtés et avec lesquels on va développer des actions pour qu'eux, ils puissent aussi déployer des activités auprès de leur public de proximité. Dans ces démarches un peu de réflexion aussi sur les véritables enjeux de démocratie, enfin quand on parle de fake news et d'informations de croyances, c'est vrai que là-dessus on est très à l'écoute et on se pose la question aussi du rôle de nos sites, de nos lieux, de notre métier par rapport à ces questions. Juste pour vous dire, non, je ne vais peut-être pas en parler, mais pour vous parler d'une expérimentation que l'on a faite et sur nos choix éditoriaux. Quand on parle de valeurs sur les projets que l'on mène, les valeurs sont très importantes. En 2012, à la Casemate, on a ouvert un Fab Lab, un laboratoire de fabrication avec des machines à commande numérique. C'était le premier Fab Lab dans un centre de sciences en France. L'objectif de ce programme, c'était de mettre à la disposition de tout un chacun des machines à commande numérique qui étaient jusque-là réservées aux seuls ingénieurs, aux seuls laboratoires de recherche, aux seuls centres de recherche et développement. Et de dire, on va vous accompagner, on va vous former pour une prise en main de ces machines, pour que vous vous rendiez compte aussi de comment se passe la recherche dans les labos et à quoi peuvent servir ces machines. Ça, c'était une première étape. Et une deuxième étape, c'est de se dire aussi que ces machines à commande numérique, le slogan est de dire, dans un Fab Lab, vous pouvez fabriquer à peu près n'importe quoi. OK, c'est sûr, il faut en premier temps de formation et après, dans un deuxième temps, vous avez la possibilité de faire. Comme le disait Guillaume, on ne vous demande pas de CV, pas de compétences particulières, mais justement, on va vous apporter les prérequis pour pouvoir être autonome. Et au-delà de la mise à disposition de ces machines, l'objectif aussi, c'était de se poser la question
des modèles de société. On est jusqu'à récemment, et on y est encore, dans un modèle qui est complètement basé sur la consommation, on est tous à réclamer du pouvoir d'achat. Mais du pouvoir d'achat, c'est du pouvoir de consommation. On peut aussi réfléchir les choses de façon différente. C'est-à-dire que peut-être moins dépenser, mieux dépenser, moins consommer, mieux consommer. Je ne suis pas à dire qu'il y a de l'abus ni de l'excès, mais justement avec des machines comme celle-là, l'idée c'était de se poser la question de comment est-ce qu'un centre de sciences peut également participer à une réflexion sur nos modes de consommation. On peut peut-être customiser, réparer, recycler, faire du neuf avec du vieux, avec de l'ancien, revoir un peu nos modes de vie et interroger aussi nos pratiques par rapport à cela. Donc, quand je vous parle de valeurs de démocratie, ça en fait partie aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet aussi de réfléchir au modèle de société vers lequel on a envie d'aller et qui nous semble peut-être, pour certains, vous allez dire c'est utopique, mais on est également dans des démarches expérimentales. Donc avec la machine de Goldberg, on va allumer la lampe. Avec une imprimante laser ou une découpeuse laser, on va pouvoir réparer, refaire, fabriquer des objets nous-mêmes. Ça redonne confiance aussi dans le fait de développer des compétences, le faire soi-même, le do-it-yourself. Tout cela, ce ne sont pas que des concepts. Ce sont aussi des approches que l'on met en œuvre avec nos outils, quoi, et avec nos équipements. Et pour moi, ce n'est pas un jouet. C'est vraiment un outil pour questionner nos façons de faire. Et puis peut-être s'inventer des nouveaux modes de consommation, une nouvelle société. Imaginez aussi comment, par exemple, ces machines à commande numérique peuvent être utilisées par des artisans pour augmenter leur réalisation. On a fait de façon très concrète, on a intervenu dans un centre de formation d'apprentis boulangers, option chocolat. Et ils nous disent, mais qu'est-ce que vous voulez faire chez nous? On a dit, mais déjà, ce qui différencie un artisan chocolatier d'un autre, ça va être bien sûr la qualité gustative de son chocolat. Mais avant de le goûter, on le voit. Donc ça peut être aussi une accroche visuelle. Si cet artisan, avec ses machines, il peut réaliser des moules, il peut réaliser des modèles qu'il ne pourrait pas faire avec ses simples moules classiques dans son atelier. Et donc c'est ça la dimension augmentée qu'un artisan chocolatier peut mettre en œuvre avec une découpeuse laser, avec une imprimante, parce qu'il y a des imprimantes qui permettent d'imprimer des substances comestibles, et c'est pas qu'un jouet. Merci. Bien, nous avons découvert un large panel de la culture et de la science par vos propos. Qui vous poser la première question? Alors, on va commencer par une. J'en ai déjà une parce que, en fait, en venant, je me demandais s'il pouvait y avoir de la science sans expérimentation manuelle. Je me disais que ça pourrait faire le thème d'une soirée complète. Parce qu'au collège aujourd'hui, dans les cours de technologie, il n'y a plus d'expérimentation manuelle. On ne fabrique plus comme on le faisait quand moi j'étais au collège. Je ne sais plus ce que j'avais fabriqué. Un petit détecteur d'ultrasons, du truc à ultrasons, ou carrément un spot, un support de spot lumineux, etc. Aujourd'hui, c'est plus ça qu'on fait en techno. Et du coup, je me dis, si on veut que la science prenne une certaine valeur pour les enfants, les adolescents, est-ce qu'il ne faut quand même pas se poser la question de revenir dès le départ à la question de l'objet? C'est-à-dire à quoi ça sert la science? Science, ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, et donc c'est un petit peu ce que vous évoquiez l'un et l'autre, est-ce qu'il peut y avoir une science sans expérimentation manuelle? Alors c'est un point qui est extrêmement intéressant. Alors c'est vrai que pour commencer, je vous invite si vous ne le connaissez pas, à un ouvrage qui s'appelle L'éloge du carburateur de Crawford,
qui est un Américain qui parle de ça notamment et de l'enseignement de la techno aux États-Unis il y a pas mal de temps où il y avait beaucoup de choses à manipuler et la technologie numérique est arrivée. On a enlevé ces machines-là en fait pour faire d'autres choses, essayer de former plutôt des savants et moins des gens qui sont dans le faire pour aujourd'hui revenir à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui avec Janie en parlait, l'émergence des Fab Labs et toute cette mouvance-là, vous avez aujourd'hui des imprimantes 3D qui arrivent dans les collèges, dans les lycées, on est en train de remettre ces choses-là, mais la techno est encore vue encore aujourd'hui comme une matière comment le dire, de bricolage et pas forcément une matière noble. Alors là, pour le coup, c'est pas ma vision du tout, mais je vous le dis comment c'est perçu. Mais on peut questionner les enfants là-dessus, qu'ils perçoivent également comme ça. Ce qui est extrêmement dommageable, l'intérêt de la science, et les chercheurs peuvent témoigner là-dessus, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire que, mais même en mathématiques, en physique, en chimie, vous avez des lieux d'expérimentation qui sont fantastiques dans les laboratoires. Et à l'école, on peut faire ça. Une des contraintes, parce qu'il ne faut pas... c'est trop facile de dire qu'il faut faire comme ça, c'est que nos enseignants ont des contraintes pédagogiques extrêmement fortes et des programmes scolaires qui sont extrêmement contraignants. Et faire un TP de techno, par exemple, c'est du temps de préparation, c'est du temps également pour avoir la personne qui va vous accompagner pour préparer l'ensemble des postes. C'est pas si simple que ça. Et en tout cas, aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies partout, parce qu'il y a des enseignants qui s'inscrivent dans cette démarche-là pour avoir un enseignement de ce type-là. Moi, je crois beaucoup à la valeur manipulation-expérimentation. On le voit dans nos lieux, mais encore une fois, nous sommes des privilégiés. C'est-à-dire que dans nos lieux, on parlait des contraintes tout à l'heure avec Janie sur contraintes budgétaires, etc. On s'est enlevé beaucoup de contraintes. Nous n'avons pas de collection. Nous sommes des lieux de culture scientifique, c'est qu'en gros vous avez un espèce d'open space, un plateau vide, et on va faire ce qu'on a envie là, dans ce plateau vide pour parler science. Donc faire de la manipulation, de l'expérimentation, on a cette possibilité-là. Moi j'ai pas au-dessus de moi quelqu'un qui va me dire le programme pédagogique le mois prochain c'est la thermodynamique. Merci de faire quelque chose autour de la thermodynamique. C'est une chance, c'est une véritable chance pour nos équipes, parce qu'on peut demain partir sur quelque chose autour des baleines, partir après sur quelque chose qui n'a rien à voir. Donc on a cette faculté-là. À l'école, c'est pas du tout pareil. Les contraintes sont extrêmement fortes. Je regrette ça, mais je ne veux pas non plus minimiser le fait qu'il y a beaucoup d'enseignants, je pense notamment en chimie, en lycée. Vous avez beaucoup les TP de chimie existent encore. Et c'est une vraie opportunité pour les enfants, enfin les jeunes en tout cas, de comprendre tout l'intérêt de faire des manips de chimie et en quoi ça peut leur servir dans leur quotidien, entre guillemets, dans le futur. Peut-être un petit élément de complément. Ce qui est certain, c'est que l'abstraction, c'est important, mais mine de rien, quand ça devient tangible, pour certains enfants, c'est une vraie clé de compréhension. Par exemple, on accueille des jeunes, des primo-arrivants, des jeunes migrants, des élèves décrocheurs au Fab Lab. Et entre autres, ce qu'on peut voir dans la façon de faire, c'est déjà... on n'est pas sur des apprentissages par discipline, on est sur une pédagogie par projet, où l'objectif c'est la cohésion du groupe, c'est l'énergie de l'équipe, c'est faire ensemble. Et là, tout de suite, les valeurs, les critères ne sont pas les mêmes. Et un gamin qui va être peut-être en mal de réussite, pour ne pas dire en échec à l'école, vu qu'on n'est pas du tout sur ces démarches-là, on se pose complètement en complémentarité, il va avoir une autre façon de se réaliser et d'arriver à mener à bien son projet, parce que justement, on n'est pas sur les mêmes critères. Dans le même temps, je rejoins Guillaume sur les difficultés pour les enseignants aussi de pouvoir travailler de cette façon. On travaille avec des petits groupes de 8, 10 gamins, il y a 3, 4 médiateurs, enfin ils sont chouchoutés, pris en compte, pris en charge sur 1, 2, 3 jours au long cours. Et c'est vrai que ce sont des conditions que les enseignants n'ont pas du tout. Dans le même temps, on a aussi pour certains on travaille avec certains collèges, par exemple, en cours de techno et même dans d'autres disciplines, mais plutôt sur justement cette pédagogie par projet, où les établissements vont candidater pour que le Fab Mobile, en fait notre Fab Lab mobile, puisse venir dans l'établissement pour augmenter un projet. C'est-à-dire que par exemple, ils vont mener un projet avec plusieurs enseignants sur des questions d'économie d'énergie,
travailler sur la réalisation d'une éolienne et nous, on va venir les aider pour la découpe de ces fameuses des pales de l'éolienne pour leur faciliter la vie. Donc, c'est aussi une autre façon de dynamiser des projets et de travailler en complémentarité avec les apports scolaires plus classiques. Mais je vous rejoins, l'expérimentation est vraiment fondamentale. Je souhaitais revenir sur une phrase que Madame a prononcée juste en introduction de son propos sur le titre de la séance d'aujourd'hui. Et entre guillemets, le titre, effectivement, il sous-entend qu'il y aurait une sorte d'heure de gloire de la culture scientifique et qu'elle serait perdue. Et donc ça semble vraiment intéressant d'aller voir quelle a été la place de la culture scientifique à travers l'histoire. Et finalement, du peu que je sais, il y a vraiment eu des grosses variations. Quand on parle de l'Antiquité avec des personnages comme Euclide ou Pythagore qui évoluaient dans une atmosphère finalement où on était assez libre de penser, de partager. Mais est-ce que cette façon de partager, elle était assez restreinte finalement? C'était pas le peuple de base qui avait accès à cette culture. C'est aussi un moment où il y avait des esclaves. Il y a eu ensuite une très longue période où finalement les scientifiques, c'était un peu les bouffons du roi. Pour vivre, ils étaient obligés d'être sous la houlette d'un monarque. Et finalement, leur recherche, c'était sans faire trop peur à l'Église, de présenter des résultats qui allaient amuser le roi. Finalement, il y a eu le siècle des Lumières, où il y a une sorte de libération, où on tend avec l'encyclopédie à diffuser les connaissances et à la diffuser au plus grand nombre. C'est peut-être là, moi, où je situerais l'heure de gloire de la culture scientifique. Et quoique même cette encyclopédie, on peut se poser la question de sa diffusion, à quel public elle était vouée. Mais finalement, il y avait aussi à cette époque un respect, entre guillemets, du personnage scientifique et une forme de reconnaissance. Aujourd'hui, par exemple vos actions, on peut citer la Cité des Sciences à Paris, vous en région, vous développez la culture scientifique à un niveau beaucoup plus populaire. Mais finalement, dans la société, le personnage scientifique, il a perdu, entre guillemets, de son aura. Les gens ont tendance à se plaindre, par exemple, que les universitaires n'ont plus suffisamment d'action dans le champ politique pour diffuser leurs idées, leurs points de vue, pour se défendre contre les infos, les intox. Donc je pense que, pour moi, ça a été révélateur, le titre, d'une sorte de malaise de la communauté scientifique, de où est sa place finalement dans la société d'aujourd'hui, où c'est sûrement une bonne chose que les scientifiques ne soient pas à la botte d'un monarque, mais finalement ils ont aussi perdu auprès de la population leur aura, au sens où on refuse toute élite. Je pense que les scientifiques sont considérés comme une forme d'élite. Donc finalement, on va leur dire leur parole n'a pas plus de valeur que ma parole. Et donc je pense que ça trouble beaucoup les choses et que c'est intéressant d'essayer de comprendre aujourd'hui comment se situe cette position. Que de questions. Merci, c'est passionnant. Merci pour cette remarque. Avant de laisser la parole à Jenny, je voulais... vous avez balayé l'histoire de la culture scientifique. C'est une histoire qui est passionnante et... je voulais rappeler un événement qui, moi, m'avait marqué quand j'ai fait mes études de médiateur. Le premier envol de Montgolfière à Paris avait réuni 50 000 personnes. C'était à Versailles. C'était un événement extrêmement populaire. Il y a des illustrations qui ont été réalisées qui sont magnifiques de cet événement-là. À cette époque-là, c'était, je pense, la période où la science explosait. Elle était extrêmement populaire. Si je regarde aujourd'hui, vous avez de moins en moins d'émissions de science à la télévision, pour ne pas dire quasiment pas. Il y a eu des époques où il y en avait beaucoup plus. On répond à des offres d'audimat, tout simplement. Sauf que il y a à la fois du bon et du mauvais. Je vais essayer d'ordonner ma pensée, c'est-à-dire que à la fois sur des médias de masse,
on est déficitaire et certains se battent. Je pense notamment à Fred, de Fred et Jamy, si vous vous rappelez de C'est pas sorcier, qui est en train de se bagarrer pour avoir d'autres émissions et qui fait pas mal de choses de qualité et qui occupe le terrain. Sauf que la télé est de moins en moins regardée par les jeunes. Elle est regardée par nous, globalement, et encore pas tout le monde. Mais les réseaux sociaux sont extrêmement présents. Et si vous allez voir les réseaux sociaux et que vous regardez les chaînes de culture scientifique, il y en a énormément et qui ont un audimat extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a une reconquête à ce niveau-là de la culture scientifique par des hackers de la culture scientifique. Alors, beaucoup de ces gens-là ont travaillé dans les centres de culture scientifique. Je peux témoigner puisqu'on en a 2 qui ont travaillé chez nous et qui aujourd'hui ont monté une chaîne YouTube qui a 500 000 abonnés. Donc c'est pas des petits abonnements, ça commence à être assez massif. Beaucoup de ces jeunes-là essayent d'en vivre, c'est compliqué, mais ont mis en place ces modèles-là et c'est un vrai média de masse pour diffuser de la culture scientifique. Après se posera la question de... C'est pas une institution, donc la véracité des choses, est-ce que c'est bien vérifié, tout ce que vous voulez, on pourra débattre de ça, mais c'est un autre sujet. Et je voulais aussi parler sur la place du scientifique. C'est-à-dire que moi, je vois deux parties. Il y a la culture scientifique et il y a la science, qui sont pour moi sont quand même 2 choses, bien sûr, étroitement liées, mais quand même différentes. Le scientifique, aujourd'hui, en effet, est considéré comme l'élite. Et aujourd'hui, il n'est pas de bon ton d'être de ce côté-là. Mais quand même, il y a beaucoup de sondages qui ont été faits. Autant il y a une défiance assez forte vis-à-vis de la science, mais elle est beaucoup moins forte vis-à-vis du scientifique, bizarrement. C'est-à-dire qu'il est encore reconnu comme une personne plutôt louable et plutôt intègre. Ce qui est difficile, alors je suis mal placé pour ça parce que nous c'est notre quotidien, mais je pense réellement, alors je me mouille un peu, mais que nos scientifiques ont trop déserté les médias, ont trop déserté les endroits où là les gens vont et sont trop restés dans leur laboratoire. Et je ne parle pas que de nos lieux de culture scientifique, je parle des médias de masse et pas que les scientifiques, puisqu'aujourd'hui si je prends Le Monde par exemple, Le Monde, il y avait une équipe je crois de 30 journalistes scientifiques avant, ils sont plus que 2 aujourd'hui journalistes scientifiques au monde. Ça vous montre tout l'intérêt que le monde porte à la science et c'est le cas sur l'ensemble des médias de presse au niveau national. Ça veut dire aussi que quand vous prenez un média, si je prends BFM TV par exemple, puisqu'ils sont dans la tourmente sur pas mal de trucs, c'est toujours les mêmes scientifiques qui sont invités globalement. Si vous regardez, ils ont un panel de personnes qui sont invitées, c'est à peu près les mêmes qui revient. Donc il y a beaucoup de choses comme ça souvent des hommes aussi également, qui sont invités, très peu de femmes scientifiques, alors qu'on a aucun problème à ce niveau-là, on pourrait très bien trouver le pendant sans aucun problème. Et on a cette représentation qui est pas bonne, et à la fois on n'occupe pas assez le terrain. Et là quand je dis on, c'est on se met aussi nous dans le paquet, hein, bien évidemment, mais les scientifiques aussi je pense, ont trop déserté ces médias-là. Tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur un peu cette trajectoire de la culture scientifique au travers des âges. C'est vrai que le siècle des Lumières, ça a été celui où se sont installées les principales institutions, où l'État a beaucoup investi avec le Conservatoire national des arts et métiers, le Muséum national d'histoire naturelle, enfin des grands équipements qui avaient justement cette volonté de partager et de mettre à la disposition du plus grand nombre des collections, des objets qui venaient d'ailleurs, etc. Et puis, par rapport à ce que vous disiez aussi sur les grands personnages, les encyclopédistes, pour ne pas les citer, on est allé de plus en plus vers une spécialisation aussi, où cette connaissance universelle dans un seul homme ou dans un seul individu, n'est pas vraiment possible compte tenu des spécialisations. Donc du coup, tout cela pour parler d'évolution, de développement, de différenciation. Et puis, il ne faut pas non plus oublier les années 90, avec la science, les scientifiques qui se discréditent, les politiques qui se discréditent, avec le scandale du sang contaminé, avec les OGM, avec les biotech, enfin, il n'y avait pas non plus forcément dans les démarches de médiation des sciences une volonté d'informer et de transparence. Donc là-dessus, la science a beaucoup perdu et la culture scientifique aussi a été attaquée par ce biais-là. Et dans le même temps, et là je rejoins complètement ce que disait Guillaume, par rapport aux différents sondages qui ont été faits, les Français restent fortement confiants dans la science, mais alors pas toutes.
beaucoup dans les sciences du vivant, tout ce qui permet le soin, le diagnostic, le mieux vivre et le mieux vieillir. Par contre, les technologies certaines technologies sont estimées trop envahissantes, les biotech, les nanos, enfin ce qu'on ne maîtrise pas, ce qui est aussi très petit, où on ne perçoit pas forcément les bienfaits. Et puis les fake news qui font que y a des collectifs qui se mettent en place, qui ont une force de frappe très importante et qui vont occuper les médias sociaux, les réseaux sociaux de façon très forte. Et des fois de façon criminelle sur certains équipements comme celui de la casemate qui a été brûlé il y a 1 an sous prétexte que on était vendu au numérique, passé dans l'expérimentation, ou des revendications qu'on n'a pas forcément comprises, alors que justement un centre de sciences c'est un lieu de partage et aussi de débat. Mais tout cela pour ne pas non plus mettre de côté l'évolution des pratiques. C'est-à-dire que quand on dit que les jeunes, les 15... les 13-18, les 13-25 ne vont plus dans les musées, ne lisent plus, ne font plus ci, ne font plus ça. Je crois qu'il faut aussi prendre en compte le fait que les pratiques évoluent. Ils ne lisent plus en ce sens qu'ils ne vont peut-être plus à la bibliothèque, mais ils lisent sur Internet, ils lisent des bouquins en ligne, ils lisent autrement, ils lisent plus court, ils lisent efficace. Mais ils lisent quand même, et ce sont des pratiques aussi qui sont complètement évolutives. Et par rapport à cela, les centres de sciences se posent aussi la question de leur fréquentation. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va continuer à intéresser, parler à des gens qui n'ont pas forcément envie de venir chez nous, qui ne vont pas venir. Comment est-ce qu'on peut aussi, nous, évoluer et faire évoluer notre façon de faire de la science, de faire de la culture scientifique. Donc oui, la culture scientifique mérite d'être reconquise. Et puis aussi, une autre chose, ça c'était la discussion qu'on avait avec Guillaume juste avant de venir, c'est également l'engagement des politiques à nos côtés. C'est-à-dire que quand on a peu de moyens, parce que la culture scientifique, en termes de budget, ce n'est pas exceptionnel. Et du coup, avec peu de moyens, on a également une force de frappe qui va être moins importante. Donc, on va privilégier la qualité au lieu de la quantité, mais je crois qu'il y a besoin aussi d'embarquer le plus grand nombre de personnes possible. Bonsoir. C'est la première fois que je viens à ces réunions. Je suis nouveau stéphanois. Je retourne sur la remarque fort judicieuse qu'a dit que dans les lycées, on n'avait pas le temps de faire des manipulations. Je trouve ça très très grave parce que si on regarde un petit peu l'histoire des sciences, elle était faite de rebonds, d'erreurs, etc. Et que toute démarche s'est faite sur des expérimentations. Et que si on veut acquérir des notions scientifiques, il faut comme un arbre qui ait des racines. J'ai connu trop d'étudiants capables de calculer des phénomènes sans les comprendre. Mais le corollaire de ça, c'est qu'il faut virer la moitié du programme. Et la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils comprennent complètement la moitié du programme ou qu'ils savent passer des examens sur la totalité du programme ? Et si vous rencontrez tant d'étudiants qui vous disent « Oh, moi, j'ai eu un mauvais prof de physique, j'ai eu un mauvais prof de maths », et qu'il faut revenir aux bases, et c'est ce que vous faites, les bases, c'est l'expérimentation, c'est les racines. À part quelques génies qui sont en l'abstraction, le savoir, il repose sur l'expérience, les mains dans la boue. Et je crois que ce qu'il faudrait faire aussi, c'est un peu d'histoire des sciences, parce que tout le cheminement scientifique et mathématique, c'est pas fait en un jour. Il y a des allers, des retours. Mais ça, c'est perdre du temps. Et je vais mettre beaucoup de guillemets autour de perdre du temps. Il vaudra mieux moins apprendre, mais mieux l'apprendre.
Par rapport à ce que vous venez de dire, monsieur, merci pour cette belle synthèse. Et c'est vrai que justement la démarche expérimentale, elle met bien également en exergue le doute. Le doute et également l'erreur. L'erreur, c'est pas la fin du monde, c'est se tromper et c'est recommencer. Ça s'appelle une démarche essai-erreur pour justement arriver à la conclusion que l'on souhaite ou bien pour vérifier une hypothèse. Et là-dessus, ça permet aussi de construire une démarche et ça construit l'individu en fait. Donc, ce sont des démarches qui sont fondamentales dans la construction de la réflexion. Donc je vous rejoins complètement. Juste, moi je dirais, je serais peut-être un tout petit peu plus nuancé pour le coup, et pourtant je suis un grand défenseur de l'expérimentation, mais on a quand même aussi besoin d'une dose de savoir, c'est-à-dire que on ne peut pas non plus tout migrer. Alors si je prends le modèle qui est plutôt des pays du nord de l'Europe, qui sont reconnus pour être des modèles plutôt assez innovants et il y a toute une partie quand même, si je prends l'enseignement qui ressemble à l'école primaire, je vais y arriver. Les matinées sont consacrées au savoir, les après-midi sont consacrés plutôt à la manipulation et à l'expérimentation, donc ils font en fait un juste milieu des deux qui est assez intéressant. Moi je ne suis pas assez, performant pour vous dire les problèmes de l'éducation nationale aujourd'hui, et puis je ne suis pas qualifié pour ça et j'irai pas là-dessus. Ce que je vois en tout cas, c'est qu'on a nous, on n'est pas là pour remplacer l'école dans nos lieux, c'est clairement pas notre mission. On est un complément et l'idée, c'est qu'on puisse accompagner l'enseignant, par exemple, quand il vient nous voir, pour que sa séance de sciences derrière, elle soit plus enrichissante et en tout cas différente et qu'il puisse s'approprier l'outil qu'on a fabriqué, qu'on a imaginé pour une sortie de classe. Dans notre vision idéale, on adorerait que l'enseignant vienne d'abord avant, découvre ce qu'on va lui proposer, prépare sa séance avec les jeunes, vienne faire la séance avec nous à la rotonde et après la séance puisse débriefer en classe avec ses gamins et aller un peu plus loin dans la création. Mais ça, c'est un luxe, c'est hallucinant pour un enseignant de lui dire est-ce que vous avez 2 heures à consacrer avant pour venir nous voir, est-ce qu'après vous avez encore du temps à consacrer derrière. Enfin voilà, moi je rêverais de ça très sincèrement et je rêverais qu'on puisse allier à la fois les savoirs, la manipulation, l'expérimentation. Et il y a non, je le dirai après, c'est bon. Je m'arrête là. Oui. Justement, là, je crois que le rêve, si ça reste un rêve, je pense qu'on va droit à la catastrophe. Moi, je suis toujours positif, comme d'habitude. C'est que le problème, c'est quel est le pourcentage dans l'enseignement, même très jeune. Ils font combien d'heures de sciences le problème, on le voit très très bien. On est en France, on est quand même dans un pays où on est super nul en maths, il y a un souci. Pratiquement, on peut poser des questions à n'importe qui. La grande majorité des gens n'aiment pas les maths, donc il y a déjà un problème. On pense que si on ne fait pas de maths, on ne peut pas faire de sciences après aussi. Il y a un problème. Alors, on est nul en maths parce qu'on ne comprend pas pour quelles raisons. Il faudra déjà se poser des questions. Comment enseigner les mathématiques? Pourquoi les mathématiques ne font pas rêver? Si je ne marche pas en mathématiques, alors du coup, c'est pas la peine que je fasse des études scientifiques. Comment ça se fait aussi qu'il y a une majorité d'hommes et moins de femmes dans les sciences et dans l'ingénierie? Il y a quelque chose derrière tout ça. Il y a quand même pas mal de choses qui sont assez curieuses. Mais surtout, au départ, c'est que, vous en avez parlé au début, ce qui compte, c'est l'émerveillement. Les enfants très jeunes doivent être émerveillés. Comment ça se fait qu'ils ne le sont pas? Comment ça se fait? Alors, vous allez me dire au départ, ça sera peut-être même les parents qui devraient émerveiller leurs enfants. Ah, mais les parents ne le font pas. Alors du coup, ça sera l'éducation. Donc il y a le poids de l'éducation. Alors on fait des sciences, on fait des choses. Mais si en plus, comme vous dites, c'est un rêve, on n'a pas le temps, de temps en temps, les enfants, ils pourraient faire un petit peu, quelques petites choses qu'on appelle malheureusement du bricolage, mais c'est des choses qui sont très très importantes. Puis en fin de compte, c'est un pourcentage minime sur leur activité scolaire. On va droit à la catastrophe. La prochaine génération, qui n'arrivent même pas à maîtriser leur propre langue, parce qu'on voit déjà au bac, ce qu'ils font, c'est quand même déjà catastrophique. Alors en plus, les mathématiques, la plupart des gens n'aiment pas les mathématiques. On n'est vraiment pas dans une société très scientifique. La plupart du temps, les élèves veulent faire du commerce. Il faut savoir qu'on est dirigé aussi, alors en plus, ça amène un peu plus loin, on est dirigé par les GAFA. Donc en fait, ils regardent, c'est Google, c'est Apple, tout ça, c'est dans le commerce, c'est faire du business. On est vraiment très loin des sciences. Alors quelqu'un qui veut être astrophysicien maintenant, super, il est astrophysicien. Moi j'en ai connu tout un paquet autour de moi qui étaient astrophysiciens. J'ai travaillé aussi quand j'étais à Nice, j'étais à l'observatoire. Ouais, après, qu'est-ce qu'ils font?
problème, c'est qu'il y a une motivation déjà dès le départ. Alors c'est énorme, je veux dire, mais dès le départ, tout petit, à 3-4 ans, ils sont déjà pas émerveillés. Et quand ils le sont, waouh, super. Ils font des études, ils sont docteurs, et après ils font quoi? Il y en a qui font carrément autre chose derrière après parce qu'ils s'en sortent pas, ou alors avec des salaires qui ne donnent pas vraiment envie. Et il vaut mieux être dans le commercial, il vaut mieux travailler chez Google que d'être astrophysicien ou n'importe quel autre métier. Il y a vraiment un gros problème, vraiment. Et en plus, je ne parle pas de ce qui va arriver dans l'avenir avec l'intelligence artificielle où on n'est absolument pas préparé. Alors les gens qui ne seront pas dans la science, ça va être encore pire. Donc c'est pour ça que je dis que l'avenir, je le sens mal et je trouve que on n'est pas, en tout cas en France, il n'y a pas beaucoup de scientifiques, on n'a pas un esprit très scientifique et on n'est vraiment pas matheux non plus. Mais est-ce qu'il faut être matheux pour être scientifique? C'est un autre débat. Mais voilà, je suis pas très positif. Et j'aimerais bien que ce rêve devienne un peu... J'aimerais bien qu'on ait une quinzaine d'heures par semaine de séances. Moi, quand j'étais enfant, je rêvais d'avoir des séances pratiquement tous les jours. Mais bon, parce qu'un jour, j'ai été émerveillé. Et le problème, je me suis dit que plus tard, il faut que les enfants soient émerveillés. Émerveiller les enfants. S'ils sont émerveillés, il y a quelque chose qui se déclenche. Mais j'ai l'impression que la plupart du temps, ils ne sont pas émerveillés. Et je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites que Internet... C'est extraordinaire. On vit dans une société incroyable. Internet, c'est magnifique. On peut pratiquement tout savoir. On n'a même pas besoin d'aller à l'école. On a tout. On a les cours, on a tout. Tout est sur Internet. Mais vous pensez que les enfants lisent Internet? Vous pensez qu'ils vont sur le Wikipédia? Vous pensez qu'ils vont dans des sites scientifiques? Non, mais vous rigolez. Quand ils vont sur YouTube, ils vont pas regarder des chaînes. Il y en a beaucoup, d'accord. Mais la majorité ne vont pas sur YouTube, mais ça va être plutôt pour regarder la dernière personne qui s'amuse avec des rouges à lèvres. Et que, voilà, malheureusement. Donc non, je pense que c'est malheureusement un rêve. Alors il y a plein de choses. Il y a des choses que je partage, d'autres je suis pas d'accord. Et je vais essayer de... Janie, tu compléteras. Vous avez raison par contre, qu'il y a un point essentiel, c'est qu'il y a de moins en moins de sciences et à travers le temps, c'est dans les programmes scolaires. C'est-à-dire que ça a été un sujet... Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation a axé sur lire et compter. C'est-à-dire que les sciences sont dans compter. Tout le reste n'est pas la science pour lui. Donc ça, déjà, c'est un premier problème. C'est-à-dire que vous allez en école primaire, vous avez très très peu d'enseignement de sciences. Et en collège, on est sur la thématique. Un autre problème qui est un problème majeur et sur lequel on travaille beaucoup à la Rotonde, et je vous expliquerai très rapidement après pourquoi. En école primaire, 82% des enseignants qui sont en école primaire sont issus de filières littéraires. 82%. On demande à ces enseignants-là, ces fameux 82%, de faire les petites miettes d'enseignement de sciences, on leur demande de faire des sciences. Ces enseignants, s'ils ont choisi filière littéraire quand ils ont fait leurs études, c'est sûrement qu'ils adoraient la partie littéraire, mais c'est aussi parce qu'ils n'aimaient pas l'autre partie. Et on leur demande, sans aucune formation particulière, de leur dire est-ce que vous pouvez globalement donner envie aux jeunes de faire des sciences. Déjà, ça commence très mal. Donc pour juste boucler avec la Rotonde et pour avoir un peu un côté positif local, dans la Loire, avec l'activité qu'on a mis en place, c'est toutes les semaines 10 000 gamins dans le département de la Loire qui font des sciences à l'école à travers un système de formation, des malles pédagogiques qui sont envoyés dans les écoles. Il y a 600 malles qui itinèrent sur l'ensemble du département et ces fameux 82% d'enseignants sont formés à l'enseignement des sciences avec des outils extrêmement pratiques et plutôt pour le coup très ludiques qui fonctionnent bien. Donc quand vous disiez que ça ne marche pas partout, sur certaines zones ça marche plutôt pas mal. Il y a un autre point qui est, vous parliez de qu'est-ce qu'on fait derrière quand on a fait des études scientifiques, ça c'est vrai que c'est un point majeur. Bernard peut-être pourra témoigner ou d'autres, les salaires dans les métiers de sciences en France c'est extrêmement pas intéressant. Donc quand vous faites des études au niveau des sciences, si vous voulez plutôt faire de la recherche, c'est plus intéressant d'aller à l'étranger. Donc il y a beaucoup de personnes, de jeunes qui partent pour le coup, et assez peu qui restent en tout cas, donc ça c'est un vrai souci. Pour le coup, nous c'est difficile d'impacter ça. Par contre, nous on est sur l'émerveillement, c'est clair. C'est-à-dire que moi je vends, mais dans le bon sens du terme, qu'un jeune de 3 ans, parce qu'on commence à partir de 3 ans, qui viendra faire une activité à la Rotonde, il aura une activité enrichie, et je vous garantis qu'il aura envie de recommencer et faire d'autres activités. Par contre, ce que je ne sais pas faire, et je ne suis pas en train de vous vendre, de faire de la politique politicienne pour le coup, je ne sais pas en faire un ingénieur, je ne sais pas lui dire va en filière scientifique derrière. Il y a tellement d'autres paramètres qui rentrent en jeu, on n'est pas les seuls maîtres à bord, vous avez l'éducation. Là ce soir on est dans l'entre-soi, hein. C'est-à-dire qu'on est tous, vous regarderez à peu près de la même couleur de peau, à peu près tous je pense du même niveau social, nous sommes dans de l'entre-soi. Pardon Janie. Mais encore une fois je m'en excuse, mais ça, on l'a également dans nos lieux de culture scientifique. C'est-à-dire que le petit gamin qui est déjà abonné à Sciences-Vie, les parents ils vont se taper toutes les expos du musée d'art moderne de Saint-Étienne, ils vont au musée d'art et d'industrie, ils font les petits déjeuners scientifiques, etc. On les a ceux-là.
Et ceux-là, c'est pas qu'ils sont pas intéressants, super s'ils sont éveillés, mais c'est déjà gagné pour ces gamins-là. Tous ceux qui m'intéressent, entre guillemets, moi, c'est les petits gamins de Moreno, qui ont les parents qui sortent absolument pas, qui ont la télé qui est allumée 24h24 à la maison, qui ne savent même pas ce que c'est un musée ou un lieu de culture. Là, l'école a un rôle essentiel. C'est évident. L'école, elle est laïque et républicaine, et quand on passe dans l'école, on va faire l'ensemble des activités. Moi, ils ont le choix de pas venir me voir, hein. Le week-end, ils ne sont pas obligés d'aller à la rotonde et ils en ont tout à fait le droit. Donc moi, un de mes enjeux à moi, c'est de me dire, venez nous voir, ou on va vous voir et on va faire des choses au bar des immeubles, et on a plein d'activités pour essayer de vous proposer des choses. Voilà, si je voulais vous dire, il y a quand même un petit truc qui est, pour finir sur une note positive, parce qu'on a besoin aussi de... Je sais que ça peut paraître débat, mais on a aussi besoin de personnages qui donnent de la motivation, et notamment en sciences. Et on manque de personnages scientifiques majeurs identifiés. Si vous questionnez des gens dans la rue pour lui dire « cite-moi un scientifique français aujourd'hui », vous allez voir que c'est la misère, hein. Et bien il y en a un qui a réussi ce truc-là, il s'appelle Thomas Pesquet, il a eu une aventure spatiale, il a eu un vrai retentissement médiatique, a extrêmement bien fonctionné, et il est extrêmement populaire. Et pour le coup, il y a des sondages qui sont sortis dans pas mal de classes. Enfin, quand je dis classe, c'est milieux sociaux. Alors, je suis d'accord, c'en est un, c'est un mec, tout ce qu'on veut. Il n'empêche que moi, j'essaie de me raccorder aussi à ce qui fonctionne. On a besoin de plus de femmes de science qui prennent la parole et qui nous fassent aussi rêver, qui nous permettent de découvrir le monde différemment. Et s'accrocher à des scientifiques comme ça, pour nous, c'est des moteurs, c'est des locomotives. Et ça ne veut pas dire que tout le monde sera Thomas Pesquet dans la vie, sûrement pas. Par contre, ça veut peut-être dire que demain, quand je vais regarder les étoiles, j'aurai un regard un peu différent et un peu plus curieux, et pas seulement subir ce monde qui nous entoure. Voilà, je voulais juste finir là-dessus, mais je partage aussi votre pessimisme par moment, mais j'ai envie d'être positif aussi en fin de discours. Pour compléter, Thomas Pesquet, il y en a un. Il va peut-être voler encore une fois ou deux, peut-être une fois, puisqu'il est encore jeune. Mais si vous regardez aussi l'entraînement auquel il est astreint, et également la précarité de sa mission, quoi. C'est-à-dire qu'il va voler peut-être une fois, peut-être deux, mais il a quel âge ce garçon? Une trentaine d'années. On en a un. Ça suffit pas. Donc je rejoins complètement ce que disait Guillaume là-dessus, d'avoir des figures emblématiques, charismatiques, des modèles, des repères qui donnent envie, ça serait bien. Des hommes, des femmes de science, des politiques aussi. Mais c'est vrai que de plus en plus, on a du mal à trouver ces bonnes images et ces belles images. Après, vous disiez aussi qu'on fait de moins en moins de sciences à l'école. Je crois que la particularité, c'est de plus en plus de sciences à la maternelle, ce qui est assez fou, parce que des choses toutes bêtes, comme un petit peu embêté, de séparer des boules bleues de boules rouges, ça s'appelle de la discrimination, ça s'appelle des ensembles, et ça s'appelle des mathématiques. Donc, en maternelle, ils feront peut-être plus de mathématiques qu'au collège, parce qu'ils y mettent aussi tous les éléments aussi de culture générale, plus haut, plus loin, plus bas, enfin les notions de distance, les notions d'échelle, les associations, les 4 opérations. Mais tout ça, ils le font dès le plus jeune âge. Par contre, où ça commence à devenir compliqué aussi, c'est en primaire, où justement ces notions restent, abstraites. C'est-à-dire que pourquoi apprendre les opérations puisqu'on a des calculatrices? Donc l'idée est de dire que l'objet technologique va remplacer cette compétence. Mais en fait, le gamin, il ne comprend pas pourquoi il devrait apprendre. Mais aussi parce que ce n'est pas raccroché au fer. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, il va aller s'acheter des bonbons au bureau de tabac. S'il a la monnaie, combien de bonbons il pourra s'acheter? Ça, la calculatrice ne va pas lui dire forcément. Et c'est vrai que là-dessus, que ça devienne plus concret, parfois ça peut être aussi quelque chose de nécessaire. Je voulais vous juste évoquer une expérience que l'on a menée à la casemate. On a été intégré à un programme de recherche qui s'appelle EXPIR avec l'Institut de mathématiques, d'informatique de Grenoble, le laboratoire d'informatique, le LIG. Et l'expérimentation portait sur des cohortes d'enfants, donc des enfants scolarisés, donc dans le temps scolaire, dans le périscolaire et puis dans le cadre du loisir. Et l'objectif était de dire comment est-ce que l'informatique créative peut participer à améliorer leurs compétences en mathématiques.
Et là-dessus, donc, les protocoles ont été mis en place par les chercheurs. Et nous, on intervient pour développer des ateliers donc, d'informatique créative avec du Scratch, des petits outils, et dans le cadre du dans le cadre du loisir. Autrement dit, le mercredi après-midi en centre de loisirs. Les gamins, en fait, la principale difficulté que l'on rencontre, c'est de faire venir les enfants. C'est-à-dire que l'animation se passe au pied de l'immeuble, le gamin n'est pas autorisé à descendre parce qu'il est plus pris en charge. Même le centre de loisirs qui pourrait accueillir l'atelier et accueillir les enfants, on se retrouve pour des questions administratives en concurrence. C'est-à-dire que si le gamin est au centre de loisirs, c'est qu'il a payé son adhésion au centre de loisirs, donc il ne peut pas être en activité avec nous parce que nous, on n'est pas refacturé par le centre de loisirs. Mais là-dessus, voilà. Donc du coup, même quand les initiatives peuvent être louables, on se retrouve aussi à des fractures culturelles également, qui ne sont pas si simples que cela. Et ce que disait Guillaume, oui, on fait de l'entre-soi, c'est-à-dire qu'on est entre nous, entre personnes intéressées par ces questions, entre personnes qui vont se mobiliser, entre personnes curieuses, et aussi... les enquêtes le montrent, c'est-à-dire que quand on est culturellement investi, on va être investi aussi bien dans le domaine des sciences, de la musique, du cinéma, de la lecture, bref, tous les domaines nous intéressent. Alors que quand on est justement éloigné, en distance, on voit que la fracture est vraiment profonde, et mine de rien, ce sont aussi des modes opératoires qu'on ne sait pas forcément. On ne sait pas forcément faire, et on a besoin d'aide là-dessus. Et puis une chose aussi, monsieur, et ça, aidez-nous là-dessus, les sciences humaines et sociales font complètement partie du périmètre des sciences. Ne l'oubliez pas. Donc, la sociologie, la philosophie, l'économie, tout ça, ce sont aussi des sciences. Et on a tendance tout le temps à mettre en avant les sciences exactes ou dites exactes, et tout ce volant de sciences humaines et sociales est mis de côté. Et là, moi, je revendique fortement pour la réhabilitation des SHS. On va faire une dernière petite question. Christian Jacques, et puis après on passe à la bibliographie et le quiz. Et puis on reprendra les questions pas après. Donc ceux qui en ont des questions, gardez-les bien, le micro ne sera pas perdu. Courte. J'ai cru comprendre que vous faisiez une différenciation entre la médiation culturelle et la science, proprement dite. Je crois toutes les deux, la science et la médiation culturelle passent par le partage. Les chercheurs, en règle générale, partagent beaucoup pour avancer dans leurs recherches. Alors, la question que j'ai envie de vous poser par rapport à la prise de position des politiques depuis 2011, qui consiste à intégrer la recherche dans les ressources économiques aujourd'hui, et les freins qu'ils imposent finalement aux laboratoires de recherche, est-ce que vous, à votre niveau, vous rencontrez finalement des problèmes d'audience par rapport à ces chercheurs qui ne viendraient pas parce que justement ils ne peuvent pas partager avec vous cette culture? Alors merci. Quand je faisais la distinction, je fais la distinction de pour la science, la recherche scientifique et la partie culture scientifique. Et en effet, un chercheur, mais pour le coup, je vais essayer d'imager la chose. Il y a quand même beaucoup de chercheurs, pas beaucoup, allez, je vais être plus modéré, quelques chercheurs qui sont hostiles à la diffusion de la science. Très sincèrement. C'est-à-dire que nous, bien évidemment, on fréquente les autres. C'est-à-dire que ceux qui sont propices à se dire « ben non, ma science, je suis financé par des impôts et c'est à moi de la retranscrire à la société ». Donc c'est super. Vous en avez quand même certains, et j'en ai pas très loin de chez moi, qui ne sont pas du tout dans cette dynamique-là, qui sont enseignants. Donc on peut parler de forme de diffusion quand on est enseignant, c'est évident, mais c'est du public captif, et qui sont chercheurs. La troisième partie que je dirais médiateur scientifique, c'est-à-dire... il
Il n'y a pas que des enseignants, il n'y a pas que des élèves ou des étudiants, il y a également des citoyens qui passent juste en face de chez toi devant ton laboratoire. Ceux-là aussi, ils ont le droit d'accéder à la science. Ça les intéresse moins. Nous, notre rôle, c'est de faire cette espèce d'engrenage, c'est-à-dire déjà de leur expliquer pourquoi ça nous semble important, pourquoi on pense que ces travaux de recherche ils peuvent être passionnants, et nous, on va l'accompagner à faire le travail de ce qu'on appelle de vulgarisation. Alors c'est un mauvais mot, mais c'est pour expliquer on va travailler son contenu et l'expliquer et le rendre accessible à toutes et à tous. Et on arrive à en embarquer pas mal. Vous en trouverez toujours, mais dans tous les cas, qui sont hostiles à ça. Et quand vous me dites le scientifique partage, moi ma question c'est il partage avec qui ? C'est-à-dire que s'il partage avec ses collègues, c'est une forme de partage, je suis d'accord, mais c'est encore de l'entre-soi. C'est-à-dire que on masse pas le truc, c'est-à-dire qu'on reste vraiment dans un laboratoire, dans des collègues au niveau international qui sont sur la même thématique, et c'est très bien, je dis pas qu'il faut pas le faire, bien évidemment. Nous, notre rôle à nous, c'est de dire, nous, c'est la masse qui nous intéresse, mais c'est la masse éloignée, c'est-à-dire que les gens qui sont pas dans ces cercles-là, qui n'ont pas accès à ces trucs-là, qui ne connaissent même pas, qui n'ont même pas idée de ce que c'est un laboratoire, ça les parle pas. Et pour revenir à votre question sur la partie politique, un des enjeux majeurs, qui est aujourd'hui à la marge, et c'est une faiblesse, c'est-à-dire on a beaucoup de chercheurs qui répondent à des appels à projets pour aller chercher du financement pour faire de la recherche. Ça, vous avez beaucoup de modes de financement qui existent, etc. Et les chercheurs se bagarrent avec d'autres équipes de recherche pour dire, ben voilà, nous on va déposer ça, etc., etc. La partie culture scientifique, c'est-à-dire vous avez la partie recherche et vous avez potentiellement une partie culture scientifique qui peut être intéressante pour dire vous allez faire pendant 3 ans un travail de recherche. Peut-être on peut imaginer ce travail de recherche, le packager, le rendre malléable et l'offrir à la population. Ça, vous avez quasiment jamais de financement là-dessus. Et ça, c'est un problème. Et c'est un problème pour nous, c'est-à-dire que c'est un modèle économique qui est pour nous important, et c'est surtout un problème pour nos citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'un des rares programmes qui existent, c'est les programmes ANR, qui sont portés par l'Agence nationale de la recherche, qui met un petit pourcentage, mais quand je dis petit, c'est petit. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez faire une petite activité de médiation scientifique, un café des sciences, voilà, on va financer la personne qui va venir, on va toucher les 40 personnes, voilà, et si on est mieux, 100 personnes qui sont devant nous, et ça va s'arrêter à ça. C'est absolument pas ambitieux. L'idée, c'est d'être ambitieux là-dessus, d'avoir des choses qui soient massives et de pouvoir diffuser largement. Mais aujourd'hui, le politique ne finance pas assez ces parties-là. Alors, on arrive à trouver des moyens détournés et on se bagarre pour ça, pour accompagner les équipes de recherche. Nous, à la Rotonde, aujourd'hui, pour être sur une année, c'est 6 programmes de recherche qui sont accompagnés. C'est-à-dire que 6 programmes de recherche qui sont menés par des équipes de recherche, pas qu'à Saint-Étienne, sur lesquels il y aura une production de culture scientifique. Et une production, ça peut être une bande dessinée, par exemple, qui va reprendre les 3 ans de travaux des chercheurs. Et il y a une BD qui est réalisée, commercialisée, etc. Et les chercheurs l'utilisent pour montrer ce qu'ils ont fait, et c'est quelque chose qui est vulgarisé. Ça peut être un film, un webdoc, il y a plein de formes qui existent. Mais on accompagne assez peu, finalement, d'équipes de recherche quand on voit la totalité. D'autres structures le font ailleurs, mais... Voilà, c'est un des enjeux pour nous, c'est que nos politiques prennent la conscience, enfin, saisissent l'importance qu'il faut faire de la culture scientifique, technique et industrielle. Tu veux compléter quelque chose ou Oui. Non, mais juste un petit mot là-dessus. La différence que l'on fait entre les sciences pures et dures et la culture scientifique, c'est l'articulation avec la société. C'est-à-dire que les sujets de science que l'on propose à nos concitoyens, aux concitoyens d'une manière générale, parce que aussi la recherche publique, la recherche est souvent publique, financée par nos impôts. Et on a également un devoir, une obligation de rendre des comptes sur l'utilisation de l'argent public. Et donc les centres de sciences sont des structures qui jouent justement ce rôle d'interface pour informer sur ce qu'on fait. Donc c'était la petite particularité. D'où aussi, nous, la déontologie quant à l'utilisation des financements que l'on perçoit des collectivités. Moi, je vais vous faire part d'une angoisse, puis vous raconter une petite histoire. La petite histoire, c'est celle de Georges Charpak. Vous connaissez bien, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, mais dans les années, c'était l'année 1999, c'était bien la grande éclipse. 99 ou 98 ? 99. Alors il se trouvait au Liban, dans une classe
niveau CM2, si vous voulez. Et puis ils ont eu la chance ce jour-là, qu'il y avait l'éclipse. Alors Charpak, juste avant, quoi, il a discuté un peu avec le maître. Il a dit, on va parler de l'éclipse, c'est le moment ou jamais. Alors avant que l'éclipse se produise, puis je vous le pose à vous pour la prochaine éclipse, à moins que vous ayez en mémoire celle de 99, à une éclipse du Soleil, est-ce que la Lune occulte d'abord le bord droit ou d'abord le bord gauche? Bonne question. Vous réfléchirez à ça. Et puis Charpak a essayé de faire phosphorer les gosses. Il y en a qui ils ont essayé de donner des réponses. À la fin du cours, le maître a pris Charpak à part et lui a dit, vous avez bousillé mon année. Vous avez bousillé mon année parce que au Liban, enfin dans les cultures de civilisation arabe, le savoir vient d'en haut. Le maître sait. D'accord? Donc le brave Charpak, sans le savoir, après, il avait démoli l'image du maître auprès des enfants. Donc ça fait réfléchir à la fois à l'éclipse et puis aussi au savoir. Est-ce qu'il n'y a pas dans le savoir justement une perte de dressage? C'est-à-dire il faut que l'enfant apprenne, même si ça ne lui plaît pas. L'enfant au cœur du processus pédagogique. Ça me fait bien rigoler. Ça, c'était une petite histoire. Mon angoisse. Mon angoisse, c'est le 23 mai 2019, où on va voter pour l'Europe. OK? Où je veux en venir, c'est que les citoyens, en principe, pour l'instant, ils ont plus de 18 ans, ils sont majeurs, ils sont adultes. Tout ce qu'on a raconté, j'abonde entièrement quand vous dites qu'on est entre nous. C'est des gens d'une certaine culture. Mais distinguons bien l'apprentissage de l'enfant, la culture scientifique de l'enfant, et celle du citoyen. Quand on va voter pour le député européen, nom de bleu, qui est-ce qui sait pourquoi il va voter? Alors ça repose la question, est-ce que le candidat député, il sait qu'est-ce que c'est qu'une centrale nucléaire, ou il sait quel est l'effet du DDT? Vous voyez? Donc la relation électeur-décideur, finalement, parce que c'est ça le grand triangle. Je finis après parce que, pas causer trop, il y a un triangle magnifique. Mettez en bas à gauche celui qui cause et celui qui est, j'ouvre les guillemets, qui sait, qui est le journaliste. Théoriquement, il sait, et il raconte, il cause, journaliste papier ou journaliste radio ou YouTube. Le gars qui diffuse l'information. Dans le coin en bas à gauche. Dans le coin en bas à droite, vous mettez le consommateur, le citoyen, vous, quand vous achetez justement un OGM, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Produits chimiques qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous voyez, il y a le consommateur et en même temps, théoriquement, le gars qui admire la science peut-être. Qu'est-ce que c'est que la science? Il ne sait pas trop. Mais au fond, cette relation entre la connaissance et l'homme, quels sont ses fondements? Premier fondement, enfin, je vais peut-être un peu... Non, mais je vais abréger. Premier fondement, c'est de bouffer. D'accord? Première des choses, je veux manger, je ne mange pas d'ordinateur, je ne mange pas de bagnole, je ne mange pas d'intelligence artificielle. Vive l'agriculteur. Il y aurait beaucoup à dire sur le fait que sur les ronds-points, il n'y avait pas beaucoup d'agriculteurs. Ça pose une sacrée question. Donc vous voyez, cette relation entre l'homme, l'homme de la rue, et puis celui qui en principe instruit, ça pose une sacrée question. Suite droite là dans le triangle, en bas et à droite du triangle, qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger, il veut être heureux aussi. Ce qui nous fait tous agir, c'est le bonheur. La première condition du bonheur, c'est d'avoir le ventre plein.
Mais après ça, ça pose la question de la science. Hein. Est-ce que le fait de savoir, la relativité, nanani, nanana, ça nous rend plus heureux, hein? Posons-nous la question. Bon, tout ça, et puis vous l'avez très bien dit, ça suppose des sous. Hein. Le chercheur, il court après les sous. Alors, jadis, je prends Léonard de Vinci, c'est très bon ça, parce que lui, il y avait un roi, hein, je ne sais plus comment il s'appelait, hein, c'était François Ier peut-être, hein, qui nourrissait le brave. Donc il n'avait pas de souci à se faire pour la bouffe. Hein. Et puis, bon, il cogitait des belles choses. Aujourd'hui, le brave chercheur, hein, celui qui passe une thèse, il faut un sacré dévouement, hein, parce qu'il va manger des vaches maigres pendant quelques années. Hein. Donc, vous posez très bien, madame, la question de est-ce que le pouvoir public paye les chercheurs? Alors, il les paye pourquoi? Hein, ben pour justement fabriquer des bagnoles, fabriquer des téléphones portables. Ah oui, là, on progresse. Mais ça pose une sacrée question. C'est le progrès utilitaire. Hein. Est-ce que le fait de connaître la relativité ou la physique quantique, ça rend plus heureux et c'est du progrès, oui. Donc finalement, tout ça, dans mon triangle, il y a le point en haut. C'est celui qui donne les sous. Qui c'est? Ben, c'est le politique, finalement. Bon, alors le politique, amusez-vous à aller interroger vos candidats députés, hein, c'est très intéressant, et demandez-leur leurs avis sur, j'ai dit les OGM, etc. Parce que finalement, c'est l'Europe qui nous mène par le bout du nez. Hein, voir ce qui se passe avec le tarif de l'électricité. Le tarif de l'électricité, c'est l'Europe qui dit à EDF qu'il faut vendre votre courant aux copains qui le vendront plus cher. OK? C'est l'Europe qui a dit Alstom et Siemens, il ne faut surtout pas vous marier, c'est la catastrophe. Pendant ce temps, les Chinois, ils vendent leur TGV, leur train ailleurs. Vous voyez? Donc, ce pouvoir du politique qui tient la bourse, il est terrible. D'accord? Donc, maintenant que j'ai posé le triangle, vous allez vous amuser, rentrer chez vous, hein, à construire les rapports sur les trois côtés du triangle. C'est très amusant, très instructif, et ça fait réfléchir, comme l'éclipse. Vous voulez qu'on parte? Vous voulez qu'on parte? Pas ça, hein, non? mais oui. Mais du coup, vous posez plein de questions et des questions qui nous interpellent au quotidien. C'est vrai que dans mon propos, j'ai commencé aussi par le rôle politique des centres de sciences et aussi un outil qui participe à la démocratie. On va voter en effet bientôt, pas que pour les européennes, mais on a toute une série d'élections là qui vont également bousculer nos activités parce qu'on est également lié à certains décideurs au niveau des collectivités. Mais ce que vous disiez aussi sur cette quête du bonheur, les neuroscientifiques s'y intéressent parce que le bonheur, ça intervient aussi au niveau du stress, au niveau donc de l'impact. Il y a un impact sur le cerveau. Donc ce qu'on peut en dire, c'est que la recherche fondamentale, même si certains ont le sentiment que ça ne sert pas dans l'immédiateté, ça permet aussi de démarrer de la recherche appliquée dans un deuxième temps. Et puis, une petite remarque aussi sur le rôle des politiques. La culture scientifique, ce n'est pas que pour les enfants et les adultes et les citoyens, c'est aussi pour les politiques. Parce qu'on a ils ont également ce besoin... pas forcément qu'ils s'en rendent compte, mais ce besoin d'avoir des lieux d'information pour justement, dans leur programme, proposer un projet politique de recherche pour les sociétés à venir. Et c'est vrai qu'on est en train d'y réfléchir au niveau national à la mise en œuvre d'une haute autorité sur la culture scientifique qui permettrait justement de mettre à la disposition des politiques un certain nombre d'informations qui soient vérifiées et vérifiables. Moi, j'avais juste une toute petite remarque parce que c'est
C'est encore à la marge, mais c'est aussi important. Tu parlais de l'argent qui nous permet de faire nos métiers et proposer des œuvres de culture scientifique qui nous semblent intéressantes pour le public. Il y a un autre financeur qui est important. Il n'y a pas que le politique qui nous finance, il y a le public qui nous finance. Déjà parce qu'il paye un ticket d'entrée pour venir nous voir, et c'est une ressource qui est importante. Et on a des projets aujourd'hui, et il y en a de plus en plus sur le territoire, qui sont issus du financement participatif. C'est-à-dire qu'il y a des propositions qui sont faites, et le public, et là pour le coup il est national, il n'est pas que local, va mettre de l'argent. Et j'ai quelques exemples de projets qui ont été portés à la Rotonde comme ça. Pour dire, nous, ce projet-là, on a envie de l'accompagner, on va mettre un peu d'argent, on les cagnotte, on les a vus dans l'actualité dernièrement pour d'autres sujets, mais sur les sujets de culture scientifique, c'est aussi possible de financer des choses comme ça. Et un exemple sur la Rotonde, c'est 15% d'autofinancement au niveau de notre budget global qui rentre par l'apport du public. Donc c'est pour nous quelque chose d'important, on aimerait bien pouvoir aller au-delà. C'est pour montrer que, bien sûr, on a besoin du soutien des collectivités, des politiques qui puissent nous accompagner, mais il y a aussi d'autres modes de financement qui nous permettent de porter des projets. Je voulais juste commenter un point qu'on n'a pas assez souligné. C'est la différence que vous avez bien mis au stabilo, la différence entre savoir et croyance. La différence, justement, pourquoi je parle du politique? Parce que le savant, il dira jamais oui ou non, vous l'avez très bien dit, hein. C'est avec une certaine marge d'erreur, il faut poser les hypothèses, on est prudent. Le politique, il ne dit pas ça. Nom de bleu, je construis une centrale nucléaire ou pas? Ok? Voilà ce qu'il veut. Il veut la réponse en oui ou non. Ouais. D'où le rôle important conseiller scientifique. Ouais. Moi, je m'appelle comment? Rugy, hein, le ministre de l'écologie. Là. Je ne reproche pas tout savoir, le pauvre. Mais il faudrait qu'à côté de lui, il y ait des gens qui lui posent bien les hypothèses, les conclusions, les conséquences de ces décisions. Et le conseiller scientifique, pour être cru, il ne faut surtout pas qu'il parle dans les journaux. Sa parole ne doit aller qu'au décideur. Ouais. S'il parle dans les journaux, il est cuit. Parce que le journaliste, il dira voilà la vérité. Après si... Là, oui et non, mais c'est-à-dire que déjà tu dis pour être cru, pour moi il doit pas être. On est encore sur une notion de croyance, c'est-à-dire qu'il doit être cru. Donc pour moi c'est pas le bon terme. Il doit être à un autre niveau, le conseiller scientifique. Le problème qui se pose aujourd'hui et les citoyens et peut-être que vous voyez ça aussi, c'est c'est la notion d'indépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on parle d'un conseiller scientifique qui doit faire remonter par exemple une position par rapport à un sujet d'implantation d'une centrale nucléaire sur un territoire par exemple, un élu doit se poser cette question, savoir s'il le fait ou pas. Tout de suite, il y a la notion de lobbying qui va arriver. Lobbying industriel, scientifique, hein, pour le coup, il y a des gens qui font ça très bien. Et ça, on l'a sur quasiment tous les sujets un peu compliqués au niveau des sciences. On va retrouver ça. Et là, aujourd'hui, le conseiller scientifique, et l'actualité politique a montré que sur certains sujets, ils sont extrêmement présents. Les sciences sont très chahutées par ça et on a moins cette notion, en tout cas moi c'est ma perception, là pour le coup en tant que citoyen, d'indépendance de ce conseiller-là. C'est-à-dire, est-ce que moi je me questionne, savoir est-ce que ce conseiller scientifique de mon ministre, il est totalement indépendant? Est-ce qu'il écoute un comité scientifique de scientifiques indépendants et intègres? J'espère que oui, bien évidemment, mais je me pose la question. Est-ce que derrière, il n'y a pas le lobby pharmaceutique, le lobby ce que vous voulez, et on y va, on en a plein sur tous les sujets. C'est pour ça que je le nuance. À vous. Oui, moi c'était plutôt un commentaire en tant que scientifique. J'avoue ne pas me préoccuper tout de suite de la société, et je suis intéressé parce que vous vous intéressez à la société et que vous cherchez à intéresser les gens qui sont éloignés, toutes ces masses que vous avez appelées éloignées de la science, des interrogations, etc. Donc j'ai juste un petit commentaire, après ce que j'ai entendu, vous avez dit il faut réhabiliter les expériences, et vous avez opposé ça un peu à l'abstraction. Je suis un peu gêné en tant que scientifique que vous ayez fait cette opposition. Bon, il y a des expériences de pensée, bien sûr, et je pense que ce qui est important, une expérience pratique ne parle pas toute seule, c'est l'effort de pensée qui va porter sur ces expériences, qui va être scientifique aussi, qui va relever de la science. Donc ce qu'il faut, c'est réhabiliter peut-être la construction de l'abstraction, réhabiliter le chemin vers l'abstraction,
il faudrait essayer de faire passer une compréhension de ce que c'est qu'une véritable abstraction qui part effectivement de la réalité, bien sûr. Mais ensuite, c'est un pari, c'est une hypothèse, c'est un outil de pensée. Donc c'était le première remarque. Et la seconde remarque, c'est à propos de cette reconquête que vous avez mis en titre de votre soirée, reconquête de la science, comme si la science pouvait nous sauver. Je pense que c'est, quand on parle de reconquête, on est peut-être dans une vision de la science qui est, à mon avis, dépassée. C'est-à-dire, non, la science ne nous sauvera pas. On l'a cru, effectivement, historiquement, pendant un certain temps, mais je pense que c'est aussi important, mais bon, vous avez parlé un petit peu d'esprit critique, etc., de voir aussi les limites de la science, de voir ce que la science ne peut pas dire, ne peut pas comprendre d'une certaine façon. C'est des limites intrinsèques. Peut-être qu'il faut mieux les comprendre aussi. Alors, évidemment, vous avez envie de défendre la science. Alors, peut-être que ce n'est pas votre premier souci de dire attention, la science, elle a aussi des limites, etc. Enfin, voilà, c'était mes deux remarques que je voulais faire. Et oui, enfin, peut-être une troisième. À propos des motivations, je pense que les motivations, effectivement, pour moi en tout cas, de faire de la science, ce n'est pas seulement l'émerveillement, c'est aussi les difficultés, c'est aussi essayer peut-être de dire « Ah, là, ça ne va pas ». Et peut-être que moi, je peux un peu améliorer ce qui ne va pas. Tout ne va pas bien dans la science. Alors, sur la dernière partie sur laquelle j'aimerais bien réagir, moi, pour le coup, que ça soit très clair, je n'idéalise pas du tout la science et je ne suis pas du tout un défenseur de la science. En tout cas, on ne l'est pas dans notre... Enfin, on n'est pas, pour le coup, un lobbying de la science, et loin de là. La science a créé également plein de choses qui ont posé beaucoup de problèmes. Je pense à l'amiante, par exemple. Vous pouvez trouver, enfin, il y a plein de sujets à ce niveau-là. On n'est pas du tout dans cette démarche-là. Nous, on n'est pas en train de dire c'est bien, c'est mal, c'est positif, c'est négatif. On est sur le contenu, c'est-à-dire qu'on est là pour analyser et donner une démarche à nos visiteurs pour pouvoir procéder à cette analyse-là. C'est vraiment cet esprit critique qui nous intéresse et moins j'allais dire le choix politique. On n'est jamais dans le choix politique. Si je vais vous prendre un exemple très précis, si demain on fait une expo sur le nucléaire, par exemple, si je prends un sujet vraiment très lourd pour le coup, les gens vont pas ressortir en disant je suis pour le nucléaire, je suis contre le nucléaire. C'est pas du tout l'idée. Il y a des gens qui font ça très bien. Il y a des associations anti-nucléaires, il y a des associations pro-nucléaires. Vous avez tout ce que vous voulez. Nous, on va être sur la technique, c'est-à-dire expliquer ce que c'est le procédé qui est lié dans les usines nucléaires, comment on fait le changement, enfin tout ce que vous voulez. C'est là-dessus qu'on va être. Et on va être après sur armer nos citoyens pour se faire leur propre idée, tout simplement. Le sujet nucléaire, c'est un sujet, c'est pas le pire entre guillemets, mais c'est un sujet difficile. Voilà, quand on est sur d'autres sujets, c'est moins frontal. Mais il n'y a pas du tout cette notion d'idéaliser le scientifique ou la science. Pour le coup, c'est vraiment pas du tout un créneau qui est porté par nous. Et je partage ton avis, mais c'était un peu le sens de ma remarque tout à l'heure sur avoir un curseur qui est un peu au milieu de tout ça. C'est vrai que du coup, votre remarque peut laisser penser qu'on est dans des démarches d'acceptabilité des sciences. L'objectif n'est pas du tout celui-là, mais au contraire de donner des clés de compréhension, d'outiller aussi les concitoyens pour que chacun puisse se forger son opinion en pesant le pour et le contre. En fait, rarement c'est tout blanc ou tout noir. Plus souvent, c'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus subtil. Jacques l'a aussi démontré avec le quiz tout à l'heure. Il faut essayer de comprendre. Et donc, en fait, c'est dans les différentes propositions que l'on va faire au public, on va être dans ces démarches-là. Et puis aussi, une autre façon de travailler, c'est ce qui s'appelle l'innovation ouverte, où ça va être des panels de non-experts qui vont questionner une démarche scientifique, qui vont questionner l'usage d'un prototype, d'une application numérique, où là, on va être... le visiteur lambda, le public lambda, sera dans la peau de l'expert, où il va être, lui, être mis en situation de test. Et c'est vrai que là-dessus, nombre de personnes disent que ça ne sert à rien, que l'usager final, ce n'est qu'un consommateur. Mais dans le même temps, on voit que nombre de développements technologiques, on dit ça poliment, n'ont pas trouvé leur public.
Mais souvent parce que soit il n'y avait pas de besoin, soit le besoin a été mal compris. Donc l'idée, c'est aussi de proposer des prototypes, des dispositifs qui ne sont pas encore commercialisés au public et de les faire tester et qu'ils nous fassent un retour là-dessus. Et ce sont aussi des démarches qui intéressent aussi bien les labos de recherche et développement justement sur ces questions d'usage et de besoin. Et expérience et abstraction, non, je ferai pas de... Non, ce ne sont pas des propos qui sont à mettre en opposition, tout à fait d'accord avec vous. Juste un exemple, parce qu'il y a eu... vous n'avez peut-être pas forcément suivi, mais vous l'entendrez demain aux informations. Il y a un pipeline dans le nord de la France qui a explosé aujourd'hui. Et il y a 1 million de mètres cubes de pétrole qui se sont déversés dans les champs. Ça, c'est une actualité qu'on peut dire fait divers, etc., ce qu'on veut. Les gens qui habitent autour de ce lieu-là, ce soir, j'y pensais tout à l'heure en marchant, ils doivent se poser 2-3 questions quand même sur leur environnement quotidien. Ils doivent se dire, mais est-ce que ça va impacter ma santé, mon jardin potager qui est pas loin, je vais à la pêche tous les dimanches, tout ça. Tous ces citoyens-là, et j'imagine qu'il y a plein de questions, et si ça nous arrivait près de chez nous, on se poserait des questions. Demain, ils se tournent vers qui en fait? C'est-à-dire demain, où ils vont trouver leur réponse à leurs questions sur leurs tomates dans leur jardin potager. Tomates, c'est pas la bonne saison, c'est un mauvais exemple. Mais voilà, une courge. Ils vont se dire, est-ce que je peux la consommer, ma courge? Et en fait, là où on est, entre guillemets, pas bon, en tout cas pas assez réactif, là, il va y avoir des articles dans la presse. J'imagine que les médias nationaux vont en parler. Mais ils ne vont pas répondre spécifiquement sur le quotidien de la personne. Et là, le scientifique, pour moi, là, j'attendrai, en tant que citoyen, d'entendre mon scientifique, qui est pas loin de chez moi, en tout cas qui est expert sur le truc, et qui va me dire, voilà, là, en effet, les risques, c'est on ne consomme pas l'eau des puits parce qu'il y a une possibilité de ne pas arroser avec ça, etc., et d'avoir des consignes, et d'avoir en fait cette relation science-société. C'est ça. Là, je le prends sur un exemple qui est un peu dramatique, mais ça peut être le cas sur d'autres exemples, parce que le citoyen, il attend ça en fait. Et là, ça contribuerait, pour moi, peut-être que ça va être fait, à la réhabilitation, j'allais dire, du scientifique, mais dans le sens très noble du terme. C'est-à-dire que lui, il sait. Pour moi, il a déjà vu ça, ils ont eu des analyses, ils ont travaillé, il y a des études qui ont été menées, tout ce qu'on veut sur les sols, il y a des géologues qui vont bosser, qui vont pouvoir dire il y a telle couche, etc. Il n'y a pas de risque sur les nappes phréatiques, par contre oui, il y a un risque là-dessus, peut-être qu'on ne le maîtrise pas totalement. Mais en fait, avoir cette masse d'informations qui permet à nos citoyens de se dire c'est pas que la presse qui va m'informer, j'ai aussi des scientifiques qui occupent la place. C'est clair, c'est clair. Non, mais je crois que c'est là. Parce que, et là, pendant un moment donné, on va quand même être dans la croyance. Il va falloir qu'on croie le scientifique. Voilà. Moi, c'était le mot de confiance. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et Janie en parlait tout à l'heure, il y a eu quand même beaucoup d'épisodes qui ont fait beaucoup de dégâts à ce niveau-là. Et j'en citerai un autre, moi, qui m'a heurté pendant pas mal de temps. Les médias nationaux, pendant toute une époque, ont invité, j'allais dire allègrement, Claude Allègre sur les plateaux pour nous parler changement climatique. En tout cas, voilà. Il a été quasiment sur tous les plateaux, à toutes les sauces, sur toutes les chaînes, sans mettre en face la personne, un contradicteur ou des gens qui ne sont pas forcément dans sa mouvance, etc. Et ça a fait du mal. Ça a fait beaucoup de mal sur plein de choses. Sur la propagation d'infox, notamment. Aujourd'hui, on voit où on en est sur les études scientifiques menées par plus de 1000 scientifiques, sur une durée extrêmement importante. C'est aussi, il y a un rôle des médias, très sincèrement, qui est aussi à clarifier sur la présence des scientifiques sur les médias, c'est-à-dire qui on invite, comment on est garant de la parole scientifique et c'est pas une personne qui est invitée, c'est un espèce de consortium, c'est des études, remettre cette démarche-là expérimentale. Tu en parlais tout à l'heure sur la rigueur scientifique, c'est pas anodin quand même. Et en effet, si on prend le mot croyance, je préfère le mot confiance pour dire que moi, en effet, quand j'ai un scientifique qui s'adresse à moi et qui me dit écoutez, là, on va bosser pendant une semaine sur cette nappe phréatique pour savoir s'il va y avoir un problème de pollution ou pas, on vous donnera la réponse, on va bosser. Moi, j'ai envie d'avoir confiance en ces gens-là, c'est évident. Mais sans être non plus dans le béni oui-oui. On a aussi des gens qui sont des lanceurs d'alerte, qui sont aussi intéressants et qui nous permettent aussi d'avancer et qui sont détachés des lobbying. Je reviens sur la notion des lobbying parce qu'ils sont aussi très présents dans le monde des sciences. Bien, l'heure tourne. On va passer à la dernière question. Parce qu'on termine toujours à l'heure. Elle est pour toi.
Je vais faire très court, mais il me semble qu'il ne peut pas y avoir, on a beaucoup parlé des enfants, dans le développement d'un enfant, il ne peut pas y avoir d'accès à la science s'il n'y a pas de désir de savoir. Pour qu'il y ait un désir de savoir, il faut qu'il y ait quelque chose qui, au départ, ne se sait pas. Alors ça, c'est intrinsèque à l'être humain. La première question, c'est comment ça marche ? Comment on fait les bébés ? Je veux dire, s'il n'y a pas cette question-là, il n'y a pas la curiosité pour aller vers le savoir. Et alors je suis pas enseignante, mais ce que je reproche quand même beaucoup à l'école, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est plus du côté de déployer le désir de savoir, mais elle est du côté d'inculquer du savoir. Et ça n'a rien à voir. Il me semble quand même, voilà. Je voulais juste raconter une petite anecdote d'un enfant. Alors moi, je travaille avec des enfants qui vont très mal. Et un petit garçon que j'ai rencontré 2 fois dans ma vie. Une première fois sur une sortie où il était complètement explosé, enfin il faisait n'importe quoi, donc je m'approche de lui, on discute un peu et il me dit je veux pas rentrer à la maison parce qu'en fait il était bien dans cette sortie avec les copains. Et puis 6 mois plus tard, je le retrouve sur une fête de quartier et il vient me voir, et alors dans une provocation terrible, il se mettait vraiment en grand danger jusqu'au moment où je le reconnais, je dis ah mais c'est toi que j'ai vu au ski l'autre fois. Oui. Et là tout s'arrête de cette mise en danger et puis voilà, il part, il va faire sa vie et je le retrouve dans la soirée et il était en train de construire une espèce d'objet, un petit bateau, je crois, je ne sais plus bien, mais surtout il utilisait la sève de l'arbre pour servir de colle entre le bout de papier qu'il avait récupéré par terre et la brindille qu'il prenait pour faire le mât. Si nous, les adultes, on est capable de nous émerveiller devant ce que produisent les enfants, et de dire, bah disons ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Ça retourne un petit peu le truc, et là, c'est l'enfant qui peut attraper la science à partir de son expérimentation, à partir de sa rencontre avec le monde, quoi. Alors qu'effectivement, si on est toujours du côté de « il faut que tu saches ça, il faut que tu saches ça », bah, le gamin, il s'en fout. Et il me semble qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais vraiment sur les cours de techno et sur comment on expérimente. C'est que je ne crois pas que l'ambition de nos gouvernants aujourd'hui soit du côté de développer le désir de savoir. Et ça m'inquiète beaucoup. Il faudrait plutôt que les gens se taisent. Mais s'ils apprenaient, s'ils avaient envie de savoir, le monde serait peut-être un peu différent. On pourrait peut-être se remettre à reparler de démocratie. Mais moi, aujourd'hui, j'en doute de la démocratie. Peut-être que... Enfin, je crois que la chose qui me semble hyper importante, et c'est aussi pour cela qu'on développe des activités en direction des enfants dès 3 ans, c'est développer l'imaginaire, développer le rêve. Et développer l'imaginaire, c'est raconter des histoires, c'est le jeu. Et donc ça démarre très, 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 très petit, avec les albums pour raconter des histoires aux enfants. Et cette capacité d'abstraction aussi, on la développe aussi de cette façon. Et je crois que là-dessus, c'est pas forcément des histoires de science, des histoires de princesses, des histoires de contes de fées, enfin toutes les histoires, et qui permettent justement d'alimenter la réflexion. Et là-dessus, dans un deuxième temps, ça peut passer à autre chose. Enfin, ouais, moi je partage 1000 fois votre avis sur le désir de savoir, et c'est quelque chose qui me parle énormément, et en effet aujourd'hui on n'est pas totalement là-dedans. Il n'empêche que, pour le coup j'ai parlé de ma paroisse, c'est vraiment, nous ça fait partie des valeurs, c'est-à-dire c'est ce levier de stimulation qu'on active, c'est celui-ci qui nous intéresse. Janie parlait on scénarise, c'est-à-dire qu'on a envie vraiment de déclencher chez l'enfant notamment, mais pas que, parce que ça marche aussi chez les adultes, cette espèce d'étincelle de curiosité qui fait que je suis tout simplement ouvert à ce qu'on va me proposer, et j'ai envie d'en apprendre un peu plus et de découvrir ça. Et c'est pas la notion du tout, enfin, encore une fois, l'école va le faire, et tant mieux s'ils y arrivent, et ça me regarde quasiment pas, mais c'est pas la notion pédagogique ou la notion scientifique qui nous intéresse, c'est plus en fait ce qu'il y a derrière. Et c'est tout simplement cette curiosité de se dire, quand je vais sortir dans la rue, je vais regarder un lampadaire, je vais me dire ah ouais tiens, il éclaire dans ce sens-là et pas dans l'autre sens, et pourquoi ils ont fait ça, et je me pose des questions en fait. Et ça, c'est un vrai enjeu. Par contre, où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que on voit quand même beaucoup de public, on a quand même vraiment l'habitude, sur toute la tranche maternelle primaire, ce désir-là, il est vraiment présent, et il n'est pas du tout... c'est très facile. Pour nous, c'est un public, mais c'est de l'or en barre, c'est un public captif qui a envie de faire plein de trucs. Par contre, dès que vous passez le cap 6e, vous arrivez au collège, là, vous allez tomber sur pardon, j'ai un collégien chez moi, donc je peux... C'est les mollusques, c'est-à-dire que là, on a des espèces de machins qui sont en face de nous, et là c'est un vrai challenge. Parce que là, réussir à allumer cette flamme du désir là, sur ces mollusques-là qui sont face à vous,
Au lycéen, ça commence à voilà. Mais la phase collège, pour nous, c'est un enjeu qui est terrible parce que faut parler avec des médiateurs qui les ont tous les jours. Des maternelles, c'est tellement facile, même des primaires. Bon, je caricature un peu, mais globalement, c'est facile. Même s'il y a des quartiers plus difficiles, des enfants plus difficiles et tout ça, mais globalement, c'est facile. Des collégiens, ça, c'est un enjeu. C'est un vrai enjeu. Ouais. 6e, ils sont encore un peu... Ça questionne, par exemple, moi, pour le coup, qui ai un enfant qui est en 6e, ça me questionne sur comment l'école nous les change de la primaire au collège. C'est-à-dire comment ils peuvent devenir des gamins super réveillés, super curieux, à des espèces de mollusques, quoi. C'est pas possible. Il faut qu'on... Bien, je finis sur une belle note, c'est bien. Je finis sur une belle note avec les mollusques, c'est parfait. Nous allons conclure sur cette belle image. Je vous remercie je remercie nos deux intervenants. Je vous remercie de les applaudir.